Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour à nouveau 3 heures de direct ensemble pour creuser l'actualité, débattre et échanger avec vous, auditeurs, sur l'application Sud Radio, les réseaux sociaux et bien sûr directement au standard où vous pouvez nous appeler dès à présent 0826 300 300. Le programme de votre matinée à midi, ce sont évidemment les JO dans tous leurs états avec le camarade Joseph Ruiz. Aujourd'hui, on va accueillir Leslie Dufaux qui est la responsable de la programmation sportive. C'est très simple, dès que vous entendez une musique qui vous fait vibrer davantage que les sportives, c'est à elle qu'on le doit. Donc restez bien avec nous, ça sera un entretien avec une personne qui parle très très peu. Et puis dès 10h30, les grands débats de l'été seront ouverts. Vous allez retrouver nos mousquetaires aujourd'hui, Antoine Oberdorf qui est journaliste à l'Opinion, Erwan Barrio, écrivain et journaliste au JDD, et Jean-Philippe Ducoing-Clément qui est le maire UDI pour répondre à ces questions, notamment le coming out de la première ministre rêvée selon le nouveau Front Populaire, bien sûr, Lucie Castet. Elle a fait son coming out dans Paris Match et on va se poser la question, mais quelle est cette obsession de la gauche pour l'étalage de la vie privée, pour cette passion de la soi-disant nouvelle communication? Et puis vous verrez également un tout autre débat, l'Algérie. Vous savez, après la reconnaissance de la France du Sahara occidental, on l'a considéré comme un geste diplomatique envers le Maroc, et l'Algérie joue des petits épaules, des petits coups de diplomatie, puisque tous les ressortissants qu'on renvoie, tout simplement, elle les refuse. À 10h15, on fera un point également sur le nouveau chef du Hamas. Vous allez voir un sympathique tortionnaire. Ça sera le portrait du jour par Jean-Dominique Merchet. Mais tout de suite, un sujet franco-français. Pour changer en plein été, les urgences sont en pleine grève. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour, docteur Cyril Venet. Bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste, secrétaire général du syndicat national des médecins hospitaliers Force ouvrière. Avec vous, on va faire un petit point parce que des urgences sont en grève à plusieurs endroits dans le pays. Du côté d'Aix-en-Provence, c'est le cas aussi au Havre, c'est le cas vers la Mayenne, c'est le cas aussi dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône. Concrètement, j'ai l'impression que c'est un triste refrain chaque été. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle cette saison, quelle est la situation? Comment ça fonctionne à un niveau national? Écoutez, je pense que c'est pas tout à fait juste de dire que c'est un refrain qui revient à chaque été. Il y a une cinétique quand même dans cette situation, c'est-à-dire qu'il y a une dégradation progressive. Je voudrais citer 2 chiffres, si vous me permettez. Bien sûr. Le premier, c'est le nombre de lits qu'il y avait. Alors, pour que ce soit plus parlant, je vais citer seulement sur un CHU que je connais bien. En 1990, il y avait 4500 lits. En 2000, il y avait plus que 2000 lits. Et aujourd'hui, dans ce même CHU, on fonctionne avec 650 lits. Donc, ça vous donne une idée de la cinétique. Il y a, à l'heure où je vous parle, entre 100 et 120 patients dans les urgences de Grenoble. Donc, il est faux de dire que c'est un refrain. C'est-à-dire que la situation s'aggrave d'année en année. Ah oui, donc pour vous, c'est pas un refrain, c'est pire que ça. C'est-à-dire que chaque été ou chaque année qui suit est un peu plus grave que la précédente. Tout à fait. Et même dans mes pires cauchemars, j'aurais pas imaginé voir il y a encore 3 ans en arrière, j'aurais jamais imaginé voir ce que je vois aujourd'hui. Mais alors concrètement, ça se concrétise par quoi? Un peu partout sur le territoire. Vous qui avez des remontées, qui êtes le secrétaire général du syndicat national des médecins, comment ça se concrétise? Un manque de lits, vous l'avez dit, manque de personnel? Manque de lits, donc ce qui fait que les patients à hospitaliser, ils restent sur des brancards aux urgences. Il y a des études qui sont sorties, des études scientifiques qui ont été publiées dans des revues des revues très sérieuses, qui montrent que les patients qui sont là dans les urgences avant minuit et qui sont encore là à 8h du matin ont un taux de mortalité tout à fait supérieur à la pathologie, à ce qu'on attend avec leur pathologie. Donc ça se concrétise. Comment ça se concrétise? Par des retards de diagnostic, par des décès indus, et ce que la presse relate en général n'est que le sommet de l'iceberg de cette histoire-là. Et ce qui est nouveau, c'est que les médecins commencent à se tourner vers les organisations syndicales pour s'unir avec eux, pour faire la grève déjà et pour alerter tout le monde. Tout le monde est déjà alerté. Au fur et à mesure des années, de plus en plus de médecins rejoignent les syndicats pour dénoncer une situation qui ne leur convienne plus ou dont ils arrivent à bout. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils les rejoignent, mais en tout cas, ils s'adressent à eux.
D'accord. Et vous dites que ça s'empire d'année en année. Est-ce que vous avez une explication de cette dégringolade, de cette chute? Est-ce que cet été particulièrement, c'est parce qu'on a eu un besoin plus important de médecins par la capitale à cause des JO? Est-ce que parce que plus de Parisiens ont fui la capitale, donc ils sont beaucoup plus en région, il y a beaucoup plus de monde, ou c'est malheureusement beaucoup plus, on va dire, structurel? Mon avis est très tranché sur cette question. C'est une question beaucoup pour le donner. On se parle vrai sur Sud Radio. Allez-y. Mon avis est plus tranché, c'est-à-dire que c'est une question beaucoup plus structurelle. Et non seulement elle est structurelle, mais si vous voulez, je suis obligé de dire, même si ça plaît pas à tout le monde, que cette situation, elle a été organisée, elle a été voulue. Vous avez entendu depuis, alors vous êtes jeune vous, mais vous avez fait des études d'histoire, donc vous avez certainement vu que vous avez certainement entendu que depuis 20 ou 30 ans, on nous explique qu'il y a trop de médecins, qu'il y a trop de lits, que grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux consultations à distance, grâce aux améliorations techniques et au virage ambulatoire, on a plus besoin d'autant de lits. On a expliqué ça aux élus depuis tant d'années. Et encore aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une volonté de fermer des lits, qu'il y a 1500 cette année, il y a 1500 internes qui sortent en moins que l'année dernière. Donc ça donne une petite idée quand même du chemin qui est suivi. Et comment c'est possible, et vous le savez, beaucoup de gens qui nous écoutent doivent se dire, mais comment c'est possible après le Covid, après le Ségur de la santé, on nous avait promis 19 milliards, puis 8,2 milliards, on avait promis de revaloriser le métier, puis d'accès sur le soin dans les territoires. Comment, après toutes ces belles paroles, comme le chantait très bien Alain Delon et Dalida, on se retrouve encore dans une situation que vous décrivez comme de pire en pire chaque année? Comment cela est-il possible? Je pense que vous pouvez répondre à cette question encore mieux que moi. Moi, je suis qu'un pauvre médecin sur le terrain et ça vient du terrain justement. Mon histoire de médecin et de syndicaliste m'a appris à regarder les faits. J'ai une formation scientifique, donc je constate pourquoi, quelles sont les déterminations qui font que cette politique-là est menée. Non, mais sur les sommes colossales, vous voulez dire que vous n'avez pas aperçu un bout de billet vert sur les sommes colossales promis pendant le Covid. Vous dites que de là où vous travaillez, vous n'avez pas vu un bout de billet, un bout des sommes promises qui vous a permis d'améliorer votre quotidien? Non, oui, effectivement, parce que vous avez une manière un peu étonnante de présenter ça, mais oui, c'est à peu près ça, oui. C'est-à-dire que l'argent colossal qui est débloqué n'est pas orienté directement sur le soin. Ça, c'est clair. Et j'ai tout ce qui est de la politique qui pourrait être menée de recrutement d'aides-soignantes, de secrétaires, d'infirmières, ces trois catégories de personnel sont particulièrement orientées. Je parle des secrétaires médicales en particulier, qui sont particulièrement orientés sur le soin. Vous n'en voyez pas la couleur. Non, on voit pas et on m'a plutôt souvent expliqué dans ma carrière, vous n'y pensez pas, docteur, ça coûte trop cher. Bon, merci beaucoup, en tout cas Cyril Venet, d'avoir été avec nous, médecin anesthésiste, secrétaire général du syndicat national des médecins hospitaliers FO. Merci beaucoup de notre franc-parler. On poursuit la discussion d'un point de vue maintenant beaucoup plus local, beaucoup plus concret. On va partir du côté de Laval, rejoindre Caroline Brémaud. Bonjour Caroline Brémaud. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin urgentiste à Laval, membre du mouvement des Gilets Blancs Santé. C'est vous qui l'avez créé. Je suis ravi d'être avec vous parce que au niveau national, on vous connaît un peu. Vous avez été rétrogradé. Vous étiez chef des urgences à Laval et vous avez été rétrogradé après avoir pris la parole à de nombreuses reprises, notamment dans les médias, pour avoir dénoncé la situation qui frappe actuellement l'hôpital public. Vous, aujourd'hui, quelle est votre situation à Laval ? Il me semble que les urgences sont fermées de façon plus que conséquente. Nous, on a des urgences qui sont fermées depuis novembre 2021 de façon régulière, un petit peu marquée par les temps de vacances scolaires. Ça s'est aggravé progressivement. Là, en juillet, on avait 22 nuits fermées. En août, on part sur 18. Et en septembre, j'ai préféré compter les nuits d'ouverture. Et on sera à 6. Et pendant l'été, on me dit que pendant 22 nuits en juillet, vous avez été fermé, c'est ça? Et potentiellement 18 sur le mois d'août? C'est ça, exactement. Et donc, pendant ce temps-là, en fait, on ne prend en charge que les urgences vitales.
Et les autres patients qui nécessitent des soins quand même dans la nuit sont réorientés sur d'autres hôpitaux à une trentaine de kilomètres, ou si c'est un peu plus spécifique, sur le CHU qui est à 70 kilomètres. Donc il y a une perte de chance, il y a un retard de prise en charge pour les patients. Par exemple, nous, quand on est fermé, on ne prend pas en charge les AVC. En ce moment, SAMU Urgences de France fait une vidéo qui dit que chaque minute compte pour la prise en charge des AVC. Et nous, quand on est fermé, on les renvoie au mieux sur Château-Gontier à 30 km et au pire, s'il y a besoin d'une IRM, sur le CHU d'Angers à 1h, 1h15. Donc assez concrètement, quelqu'un qui est en pleine AVC est obligé de parcourir les 30 km en espérant que ce soit ouvert, ou d'aller faire 1h15 de route pour être pris en charge. Mais il y a une communication qui est faite peut-être au niveau local par... Pas du tout. Il n'y a pas de communication. C'est l'Omerta. Et il faut pas trop communiquer parce que c'est délétère pour l'attractivité. Mais là récemment, en fait, ça date. On a eu une réunion avant les vacances et puis c'était un peu des paroles qui n'étaient pas posées sur le papier. Mais hier, mon chef de service m'a envoyé un mail. La direction et l'ARS ont trouvé une solution pour les ouvertures des urgences. Ils proposent de fermer le SAMU. Donc là, de fermer le SAMU local. Oui, de fermer le SAMU local, ouais. Et donc le médecin qui régule soit posté aux urgences. Donc c'est catastrophique parce que le temps de décrocher chaque minute compte pour un appel. Et si c'est le 49, notre CHU de référence, qui doit absorber tous nos appels, ils seront pas en capacité d'avoir un décroché qui normalement doit être dans les 30 secondes. Donc concrètement, là, ça veut dire que des morts, c'est clair. C'est clair, on va avoir des morts. On va avoir des morts. Concrètement, ça veut dire que si quelqu'un demain est en crise grave ou potentiellement fait un AVC, d'ici visiblement au cœur de l'été, il n'y aura pas une capacité de prise en charge suffisante, c'est ce que vous nous dites. Non, oui, c'est ça, exactement. Et c'est une situation qui existe dans d'autres départements. Enfin, Cyril l'a bien expliqué. Je partage point par point tout ce qu'il a dit. Et il y a un abandon complet du système de santé et particulièrement du service public. On ne nous aide pas depuis toutes ces années. Il y a eu pour des différentes raisons une réforme de l'internat, ce qui fait qu'il y a des internes qui ont décidé de redoubler, et ce qui fait qu'il y a 10 500 internes qui ne prendront pas leur poste au mois de novembre. Il y a quelques années, on a réformé, je pense pour des raisons d'ego, les études de médecine d'urgence, ce qui fait qu'on a eu une année où il n'y a aucun médecin urgentiste de sortie. Et on fait la même chose pour la médecine générale. Donc je ne sais pas si c'est l'année prochaine ou un peu plus tard, mais il y aura une année blanche où on ne sortira aucun médecin généraliste parce qu'on a rallongé les études d'1 an. Donc en fait, il y a des choses qui sont mises en place, effectivement, mais en fait, elles ne nous aident pas, elles nous enfoncent. Et je pense qu'il y a une volonté non assumée mais bien organisée d'effondrer le système de santé actuel. Bon, et les auditeurs le voient, Caroline Brémaud, on ne peut pas vous reprocher de faire de la langue de bois. J'aimerais vous faire réagir, puisque vous parlez des décisions politiques, du ministre de la Santé, qui était ce matin sur France 2. Et voici ce qu'il dit. Écoutez bien, j'aimerais avoir votre réaction juste après. C'est un paquebot, l'hôpital public. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et aujourd'hui on est sur la bonne voie. On forme plus de soignants, tout niveau, des médecins, des paramédicaux, d'infirmiers, infirmières. On forme plus de soignants. Ça va produire ses effets dans quelques années. On investit plus dans l'hôpital. Je vais pas vous donner les chiffres, c'est pas le lieu. Mais est-ce qu'il faut pas aller reprendre l'Olympisme plus vite, plus haut et plus fort? Mais est-ce qu'il faut pas mettre un plan Marshall? Faut pas que ça devienne la priorité des priorités? On peut décider un plan Marshall, mais ça fera pas sortir des pédiatres, ça fera pas sortir des radiologues, ça fera pas sortir des cardiologues d'un claquement de doigts. Donc il faut remettre le système. Je le redis, former plus, investir dans du matériel, investir dans l'immobilier, investir dans les forces humaines. On réouvre des lits dans les hôpitaux, on le dit pas assez, mais aujourd'hui, depuis un an, on ferme beaucoup dans les services d'urgence aussi, notamment. Mais c'est des tensions, on les ferme parce qu'on n'a pas assez de médecins. On aurait les médecins nécessaires, on serait pas obligé de les fermer. Mais aujourd'hui, dans plein de CHU, on réouvre des lits. On parlait de la PHP tout à l'heure, 400 lits qui ont été réouverts ces derniers mois. Donc dans différents services. Donc on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. C'est un chemin qui est long. Caroline Brémaud, médecin urgentiste à Laval, membre du mouvement des Gilets Blancs Santé. Vous qui avez été sanctionné pour, on va dire, avoir dénoncé la situation, comment vous réagissez au ministre, aux propos du ministre actuel de la Santé? Il faudrait pas que je l'ai en face de moi parce que je pense que je pourrais être très énervée. Mais
On est sur la bonne voie et pas besoin de plan Marshall. Non, on n'est pas du tout sur la bonne voie. Nous, en octobre 2021, c'est Jean Castex qui est venu en Mayenne pour dire qu'il allait débloquer 80 millions d'euros pour faire un nouveau bâtiment urgence réa. Et ça fait depuis que je suis quand j'ai commencé ma chefferie de service, on parlait déjà de ce bâtiment qui devait être prêt en 2024-2025. Il n'y a même pas une pelleteuse pour faire un trou. Donc on continue à travailler dans des conditions qui sont pas acceptables pour les patients. Les urgences sont trop petites. J'ai réussi à obtenir 1 million d'euros pour aménager des petites choses. Donc on a eu un Algeco pour que les soignants puissent avoir une salle de pause avec une fenêtre, parce qu'avant on était dans une salle sans fenêtre de 15 mètres carrés. Mais on a toujours des patients qui urinent derrière des paravents. On a toujours des patients qui dorment sur les brancards dans le couloir des urgences. Moi, j'appelle ça le couloir de la honte, parce que quand vous êtes dans un service ouvert où il y a en permanence du bruit et de la lumière, et que vous attendez dans le couloir parce qu'il n'y a pas de lit dans l'hôpital, donc peut-être qu'il a réouvert des lits, mais pas chez nous, et dans plein d'endroits, je pense que c'est pareil. C'est des techniques de torture, en fait, la privation de sommeil, l'exposition à la lumière et au bruit permanent, ce sont des techniques de torture. Moi, j'appelle ça le couloir de la honte. Donc, quand il dit ça, je me sens humiliée et j'ai envie de crier, de pleurer, de vomir, de tout, mais en tout cas pas de le féliciter et de l'applaudir. Une dernière question avant qu'on cite Caroline Brémaud. À vous entendre, il n'y aura pas d'amélioration d'ici septembre. C'est malheureusement une situation qui va empirer, qui va s'étendre dans le temps. Oui, il n'y a pas d'amélioration parce je pense pas qu'il y ait une volonté d'améliorer. Enfin, ça fait des années qu'ils ne font rien. Lui, il dit qu'il se passe des choses. Je sais pas où les choses se sont passées. Mais moi, tout ce que j'entends autour de moi et dans les régions d'à côté, parce que je suis en communication permanente avec des soignants de toute la France, et on parle jamais non plus du médico-social alors que c'est un pilier fondamental du système de santé. Je ne vois pas comment ça peut s'arranger. Je comprends pas qu'on puisse avoir un tel discours. Moi, j'aurais honte à sa place. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Caroline Brémaud, médecin urgentiste à Laval, et vous avez continué le métier malgré les quelques rétrogradations que vous avez subir, membre du mouvement des Gilets Blancs Santé. Merci d'avoir parlé vrai ici sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants avec Jean-Dominique Mercier qui va nous faire le portrait robot du nouveau chef du Hamas. Je vais vous faire un petit spoil, ce n'est pas un enfant de cœur. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On continue notre petite demi-heure avant d'entrer vivement dans les grands débats d'ici 10h30 pour s'intéresser à Yahya Sinwar, qui est le tueur fanatique qui a été nommé à la tête du Hamas, le mouvement islamiste qu'il a officiellement désigné hier suite à son prédécesseur qui a été assassiné par une frappe israélienne à Téhéran le 31 juillet. Bonjour Jean-Dominique Mercier. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions militaires et stratégiques dans le journal L'Opinion, l'auteur de votre dernier livre « Sommes-nous prêts pour la guerre ? L'illusion de la puissance française » que je recommande vivement, c'est aux éditions Robert Laffont. Cette nomination intervient au cœur du mois d'août. C'est l'une des personnalités les plus recherchées d'Israël, considérée comme l'architecte du massacre du 7 octobre. Que raconte sa nomination de l'état d'esprit dans lequel se trouve le Hamas actuellement ? D'abord, c'était déjà le vrai dirigeant du Hamas, puisqu'il contrôle la bande de Gaza et qui est le fief du Hamas depuis 2017. Et c'est lui qui a monté les opérations l'attaque contre Israël le 7 octobre. C'est lui qui dirige la résistance du Hamas à l'attaque israélienne depuis lors. Donc, c'est la confirmation de sa puissance au sein de l'organisation islamiste palestinienne. Ça raconte aussi, au travers de son passé, c'est la radicalisation encore plus forte de ce mouvement. Pendant longtemps, on a pu penser qu'il y avait, et sans doute parce qu'il y a eu aussi à un moment une aile politique prête à des compromis, prête à discuter. Et là, l'homme qui vient de prendre le pouvoir, en fait, parce qu'il a pris le pouvoir, est un extrémiste comme on en fait peu. C'est un... Parce que vous parliez justement, de son passé. On sait visiblement qu'il est caché actuellement dans les tunnels de Gaza. On sait qu'il a passé quelques années en Israël dans les geôles israéliennes. Mais quel est son curriculum vitae, on va dire ? Est-ce qu'on en sait plus vraiment sur son parcours de tortionnaire ? C'est ce que vous dites ce matin. C'est un homme qui a 61 ans,
qui a adhéré au Hamas dès la création du Hamas dans les années 80 et qui a été au sein de cette organisation politique, cette organisation militaire, cette organisation terroriste, a été le chef de la sécurité intérieure, c'est-à-dire le flic, le gars qui est en charge de maintenir l'ordre dans le mouvement. Et à ce titre, il a arrêté, torturé, exécuté, étranglé personnellement un certain nombre de Palestiniens accusés de collaborer avec Israël. Il y a des témoignages, lui-même s'en cache assez peu en réalité. Donc on sait qu'il a du sang sur les mains au sens propre et qu'ensuite il a été arrêté par les Israéliens en 1989, condamné à la prison à perpétuité. Il a fait 22 ans de détention en Israël, ce qui est quand même absolument considérable, dans lequel il était en prison. En prison, il a fait des études, il parle parfaitement l'hébreu, il a étudié la société israélienne, il a été soigné en prison par les Israéliens parce qu'il avait une tumeur au cerveau qui lui a été retirée, et puis il a été libéré en 2011 dans le cadre d'un échange de prisonniers entre les Palestiniens et Israël. Il s'agissait de libérer un soldat israélien, franco-israélien d'ailleurs, Gilad Shalit, qui était détenu. Et dans la libération des Palestiniens, il y avait Yahya Sinwar. Il a aussitôt repris ses fonctions de chef de la sécurité à l'intérieur. Il a fait à nouveau assassiner un dirigeant. Il a vraisemblablement torturé lui-même un dirigeant militaire du Hamas qui était soupçonné de détournement de fonds et accusé d'homosexualité. Et puis ensuite, il a pris le pouvoir à Gaza en 2017. Mais justement, par rapport à Gaza, que sait-on de son idéologie? Est-ce qu'il est inspiré, par exemple, quant au sort des Palestiniens qui se trouvent sur le sol de Gaza? Quelle est sa vision, en gros, pour l'avenir de ces terres-là? Il est dans une vision, c'est un mot un peu savant, il est dans une vision millénariste, apocalyptique. Alors, attendez, on vous a perdu, Jean-Dominique Merchet. On vous rappelle dans quelques instants pour poursuivre le portrait robot de l'homme qui est actuellement à la tête du Hamas et qui a été désigné. Jean-Dominique Merchet, journaliste et spécialiste des questions militaires et stratégiques au Journal de l'Opinion, nous le disait. Il a tout simplement pris le pouvoir. C'est un tortionnaire qui a littéralement du sang sur les mains et qui n'a pas hésité à sévir par lui-même au fur et à mesure des différentes années, après un long passé dans les geôles israéliennes, sur le territoire israélien, et on essaye de récupérer la liaison avec vous pour poursuivre cette discussion, sachant qu'on se pose naturellement la question aussi du sort des otages avec à la tête de cette organisation terroriste un nouveau membre avec à la tête de cette organisation terroriste, des négociations qui doivent quand même se poursuivre, mais je crois malheureusement qu'on vous a perdu, Jean-Dominique. Mais on est avec vous, c'est la magie de la radio et ça fait partie des aléas du direct. Absolument pas bouger. Pardonnez-moi. Dites-moi. Non, reprenez tout simplement. Vous nous expliquez quelle était sa vision. Vous nous expliquez qu'elle était totalement millénariste et apocalyptique. Oui, il pense un peu, il a un peu changé. Il faut bien comprendre, le Hamas, à l'origine, ce sont les frères musulmans, c'est-à-dire des islamistes, mais des islamistes assez traditionnels. Et puis, dans ce mouvement, il y a eu des évolutions et il y a eu une partie de ce groupe qui s'est radicalisé religieusement, un peu comme on avait vu au moment de l'émergence de Daesh, de l'État islamique. Des gens qui pensent que la fin des temps est en train d'arriver, et que la victoire des musulmans sur les juifs et sur les mécréants, c'est-à-dire sur les chrétiens, va arriver. Donc, Yahya Sinwar est dans cette logique. Et le sacrifice des Palestiniens, pour lui, ne compte peu. Il a écrit des textes dans lesquels il dit la mort des civils palestiniens à Gaza est un sacrifice nécessaire. Et est-ce que, quand on entend ça, est-ce que son arrivée à la tête de cette organisation terroriste qui est le Hamas va quand même changer, ou est-ce qu'il y a un risque que ça change les dynamiques des négociations en cours pour libérer, on le rappelle quand même, les otages et trouver un accord pour un potentiel cessez-le-feu? Non, je ne pense pas que ça va changer grand-chose parce que il avait déjà le pouvoir, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu pour l'instant de conclusion sur d'échange de libération d'otages. Il avait déjà le pouvoir et donc là maintenant, c'est clair. Là, on va dire un peu plus officiellement. Il l'exerce de manière officielle.
il est sans doute capable de pragmatisme en même temps. Par exemple, lors de la guerre civile syrienne, alors que les frères musulmans syriens, donc c'est en principe ses alliés, ses amis, ses proches, la même tendance politique, religieuse que lui, combattait le régime de Bachar el-Assad, lui a décidé de soutenir l'Iran, qui était le principal soutien de Bachar el-Assad. Et donc, il est très proche de l'Iran. Donc il peut à un moment faire de la politique aussi et dire on va libérer quelques otages et ça. Ce n'est pas le scénario le plus probable, mais peut-être que ça peut arriver. Tout peut arriver. En quelques mots, Jean-Dominique Merchet, sur cette dernière question. Emmanuel Macron, on l'a appris dans la matinée, a eu au téléphone notamment Benyamin Netanyahou. Est-ce que il est encore utile de discuter avec un premier ministre israélien qu'on qualifie comme entêté, va-t-en-guerre? Est-ce que pour vous, qui suivez cette question très attentivement, ça sert encore à quelque chose? Écoutez, oui, ça sert parce que tant qu'on se parle, c'est que la guerre totale n'a pas lieu. Et donc c'est bien d'essayer de calmer le jeu. Donc Emmanuel Macron essaie de calmer le jeu, d'éviter un embrasement général entre l'Iran et Israël. Est-ce que le poids de la France est très important dans cette affaire? Je ne le pense pas. Les gens qui ont la clé dans cette affaire, six clés ce sont les Américains et peut-être d'autres puissances, les Russes, voire les Chinois. Le poids de la France vraiment est l'influence de la France sur Netanyahou, sur le gouvernement israélien est très faible. De même est-elle très faible sur l'Iran. Donc c'est bien de faire des efforts. Je ne suis pas sûr qu'il soit extrêmement productif. Merci beaucoup Jean-Dominique Merchet, spécialiste des questions de défense à l'opinion. Je rappelle votre dernier livre, Sommes-nous prêts pour la guerre? C'est chez Robert Laffont. Et je conseille très vivement l'article que vous avez publié au cœur de l'été dans la revue Commentaire. La solution des deux États peut-elle ressusciter? Merci de votre regard si singulier. Il est 10h30 sur Sud Radio. Dans quelques instants, les grands débats de l'été s'ouvrent. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Vous êtes toujours sur Sud Radio, la radio des débats, la radio des Jeux Olympiques. On se donne rendez-vous à midi avec le camarade Joseph Ruiz pour les JO dans tous leurs états. Et aujourd'hui, autour de la table, je les remercie d'être là en plein milieu du mois d'août. Antoine Oberdorf, bonjour. Bonjour Maxime. Vous êtes journaliste et vous suivez attentivement la gauche. Ça tombe bien, il en sera question pour le journal L'Opinion. Erwan Barrio, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et on vous retrouve également dans le JDD. Et Jean-Philippe Ducoing-Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire UDI, merci beaucoup d'être là. Et puis des politiques, évidemment, on risque d'en parler dans la prochaine heure et demie qu'on va passer ensemble. Pour toute réaction, pour toute participation à nos discussions, n'hésitez pas à nous appeler directement au standard 0826 300 300. Mais c'est d'abord le traditionnel tour de table, les coups de cœur et les coups de gueule des chroniqueurs présents en studio. On va commencer par vous, Antoine Oberdorf. Je rappelle, vous suivez la gauche et ça tombe bien parce que vous... En regardant comme ça l'actualité politique, vous êtes quand même rendu compte que à gauche, on préfère choisir des mecs de droite plutôt que d'aller taper dans le dos des anciens socialistes. Ouais, tout arrive. Maxime, mettez-vous 2 instants dans la peau d'un électeur de gauche. Prenez 4 usual suspects dont les noms sont régulièrement cités pour Matignon. D'abord Xavier Bertrand, actuel patron de la région Hauts-de-France, ancien ministre de Jacques Chirac, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, un homme de droite, de la droite sociale certes, mais enfin de droite quand même. A priori, votre électeur de gauche fait la moue. Prenez ensuite Michel Barnier, un long parcours au RPR, à l'UMP, lui aussi ancien ministre de Chirac et de Sarkozy, et plus dernièrement négociateur en chef du Brexit. A priori, c'est une droite sans compromis avec le Rassemblement national, mais votre électeur de gauche n'est toujours pas convaincu par quelqu'un qui prône notamment le bouclier constitutionnel en matière migratoire. Vient ensuite Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo, là encore, ancien ministre de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, avec une solide expérience parlementaire, le plus à gauche des hommes de droite, mais pas suffisant pour convaincre votre électeur de gauche. Et puis, un ancien premier ministre socialiste, reconnu pour sa compétence sur les dossiers régaliens, j'ai nommé Bernard Cazeneuve. Ma seule préoccupation, dit-il, est de faire en sorte que le pays ne bascule pas. Il avait dit ça au micro de LCI. Dernièrement, ça s'appelle un acte de candidature en politique. C'est le moins qu'on puisse dire. Eh ben, ça y est, on tient nos 4 usual suspects et figurez-vous que, a priori, on pourrait se dire que notre électeur de gauche préférait le 4e des frères Dalton, Bernard Cazeneuve. Eh bien non, figurez-vous que Fathia Keloahachi, députée PS de Seine-Saint-Denis, et pas n'importe quelle députée PS, puisqu'elle est présidente de la commission des affaires culturelles, eh bien pour elle, c'est du pareil au même. 4 options,
Aucune de gauche, aucune femme a-t-elle tweeté hier, appelant à nommer la seule candidate valable selon elle, celle du nouveau Front Populaire, Lucie Castet. Cazeneuve, pas de gauche. À 61 ans, il est donc devenu un homme de droite infréquentable, quasiment un apostat. Que les choses soient claires, loin de moi de l'idée de faire de Bernard Cazeneuve l'homme providentiel pour la gauche, ni même le profil idéal pour tirer le pays de l'ornière dans lequel nous a plongé la dissolution. Et je suis absolument convaincu et je comprends que ce petit côté old school ne soit pas du goût de jeunes socialistes qui se veulent plus rouges que roses. Mais quand même, Bernard Cazeneuve de droite, franchement, c'est dingue. Pourquoi je réagis sur Bernard Cazeneuve? Parce que ce mépris pour Bernard Cazeneuve est intéressant. Il est même symptomatique de l'hégémonie culturelle de LFI sur le nouveau Front Populaire. Désormais, un socialiste je dis bien, retiendra de Bernard Cazeneuve son bilan à Matignon puis à Beauvau, mais pas n'importe quel bilan. Il retiendra l'évacuation brutale de la jungle de Calais, mais aussi le fait qu'il ait assoupli les règles en matière de légitime défense et d'usage des armes à feu pour les policiers. Désormais, la socialiste de 2024 n'est pas loin de considérer que Bernard Cazeneuve a donné aux policiers un permis de tuer. Hallucinant. Parce qu'il considère, comme Jean-Luc Mélenchon, que structurellement la police tue les jeunes de nos quartiers. Entre Naël et Bernard Cazeneuve, le rapprochement est fait. Les socialistes doivent expier de leurs péchés. On voit trop bien où conduit une telle haine de soi. À force de scier les défenses des vieux éléphants du Parti Socialiste, on se demande si le Parti Socialiste ne fait pas cavaliser les thèses de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, j'en finis par là. Ce député insoumis ne s'est pas trompé. Matignon n'est pas un EHPAD de luxe, a-t-il réagi sous le tweet de la socialiste. Je n'en peux plus des boomers hétéros qui ont détruit nos vies. Fin de tweet, fin de citation et fin de coup de gueule. Décidément, il y a une formidable ambiance. Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous qui êtes maire UDI, comment vous réagissez de fait à ce spectacle que vient de décrire Antoine Oberdorf et qui est, pour le moins qu'on puisse dire, assez stupéfiant? Je trouve ça assez pathétique pour le Parti Socialiste, qui a été un très grand parti de gouvernement. Enfin, l'attaque qui est faite par une députée socialiste, vous l'avez très bien décrit, mais qui est sur une ligne LFI. Il y a eu une victoire de la pensée, de la radicalisation trotskiste portée par LFI et Jean-Luc Mélenchon. C'est absolument dingue. Bernard Cazeneuve a été ministre de François Hollande, qui d'ailleurs siège avec cette même députée socialiste. Donc je ne sais pas comment ils arrivent à se parler entre eux, comment ils arrivent à partager des choses. On est aujourd'hui sur un parti socialiste qui est devenu un parti qui n'est plus là que pour essayer de sauver des sièges, qui est une structure composite, qui est là pour permettre de gagner des élections, de limiter la casse à des élections, mais qui ne porte plus d'idées, qui ne porte plus de projets, qui ne porte plus de programme, qui ne porte plus d'envie, et qui est là uniquement, qui survit, qui est du fait d'un accord électoral avec un parti extrémiste. Erwan Barrio, écrivain et JDD, vous qui assistez comme ça à ce spectacle à gauche, comment vous réagissez ? Effectivement, c'est un petit peu pitoyable, puisque la gauche gagne quand elle est unie et souffre de tous ces déchirements. Et là, aujourd'hui, on voit que certains mettent de l'huile sur le feu, et notamment la France Insoumise, qui surtout n'a pas envie que Lucie Castet arrive à Matignon, qui surtout joue le coup d'après. Et Jean-Luc Mélenchon, son rêve, c'est 2027, et si possible avant, puisqu'il mise sur une crise de régime. Et donc, à chaque fois qu'il souffle sur les braises, par exemple en demandant à Sofia Chikirou de tweeter pour faire sa déclaration d'amour à feu le chef du Hamas, eh bien, à ce moment-là, il rend toute coalition des gauches impossible et ça fait ses affaires. Voilà. Et comment on peut quand même expliquer que tout d'un coup, LFI, et je reviens un peu vers vous, Antoine Oberdorf, réussit à ce point à cannibaliser toute la pensée de gauche, même des plus raisonnables, pour que justement un choix qui apparaît comme quand même pas révolutionnaire, celui de Bernard Cazeneuve, devienne tout d'un coup presque un veto pour accéder au pouvoir. Ça a peut-être trait à la constance de Jean-Luc Mélenchon dans le diagnostic qu'il porte depuis son départ du Parti Socialiste en 2008. On peut reconnaître à Jean-Luc Mélenchon cette constance-là. Il a énormément de points de fluctuation, ne serait-ce que sur la laïcité, mais en revanche, sur la nécessité de retrouver à gauche des marqueurs de radicalité et de rupture extrêmement forts, d'abattre la citadelle, comme il le dit régulièrement, là, sur ce point-là, il est constant. Et petit à petit, une forme de complexe d'infériorité
du Parti socialiste s'est construit. C'est construit non pas sur rien, mais sur des bases aussi tangibles. Faut-il rappeler le score d'Anne Hidalgo à la présidentielle de 2022, 1,7% contre 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Et on voit que le fameux rééquilibrage dont on nous parle au Parti socialiste vis-à-vis de la domination de la France insoumise prendra vraiment du temps. Et on y reviendra de toute façon au cours de nos débats avec la question justement que vous venez en partie de soulever grâce à votre coup de gueule, mon cher Antoine. Bernard Cazeneuve. Et si c'était lui finalement, homme de gauche, identifié par les Français, un profil assez technique, laïque, qui s'entend bien ou qui connaît Emmanuel Macron? Alors on vous posera la question et réagissez ou appelez le standard dès à présent 0826 300 300 pour dialoguer avec nous et dites-nous, est-ce que pour vous Bernard Cazeneuve est le Premier ministre de rêve? On y va un peu fort sur la question, mais vous avez le principe. Jean-Philippe Ducoing-Clément, je vous donne la parole pour un coup de cœur. Il y a enfin des peines sévères pour le démarchage téléphonique qui est totalement abusif. Et ça vous rend joyeux au cœur de l'été. Oui, on aurait pu le prendre au coup de gueule, mais on est optimiste, Exactement. On est positif, c'est l'été, on est au mois d'août, on va en faire un coup de cœur. Non, c'est des millions de Français sont enquiquinés, pour parler poliment, quotidiennement, avec des appels où on cherche à vous vendre un nouvel abonnement téléphonique, un nouvel abonnement pour telle ou telle chaîne ou tel type de produit. Et depuis 2023, il y a une réglementation assez pénalisante qui est rentrée en œuvre. L'État a mis en place un dispositif, Blocktel, sur lequel vous pouvez vous inscrire, et je vous incite à vous inscrire sur Internet. Vous pouvez le faire extrêmement facilement. Une fois que vous êtes inscrit, au bout de 30 jours, vous n'avez plus à subir ce type d'assauts qui sont considérés pour 97% des Français comme quelque chose d'intrusif, de pénible et d'inacceptable. Et ce qui se passe depuis que Blocktel a été mis en place, c'est qu'un certain nombre d'opérateurs continuent à agir de manière illégale désormais, c'est-à-dire continuent à avoir des appels sur des gens qui normalement ne doivent pas recevoir, à des horaires où ils ne doivent pas recevoir. Il y a quelques exceptions qui sont faites, notamment sur ce qui va concerner les économies d'énergie, où on peut continuer à avoir des campagnes de démarchage téléphonique qui soient faites. Et depuis le début de l'année, il y a toute une série de sanctions qui sont tombées, qui ont été prononcées par les directions départementales de répression des fraudes de différents départements. Récemment, dans les Yvelines, c'est 71 000 euros qui ont été infligés à Dupont Consulting. Il y en a eu 2 en Dordogne sur Altitelco, 46 000 euros, Call Center, 80 300. 2 autres, For You, dans les records au mois de mars, 310 000 euros d'amende. Upside Store, 525 000 euros. Donc on commence à avoir des sanctions pécuniaires qui tombent de manière extrêmement forte, et j'espère que ça permettra à un certain nombre de personnes d'arrêter de vivre cet enfer. Mais rappeler les choses à faire aujourd'hui, c'est vraiment s'inscrire sur Blocktel. C'est un moyen de se protéger. Quand vous êtes inscrit, ça vous permet, lorsque vous faites l'objet de démarchage, de le signaler et du coup de faire condamner ces entreprises qui sont des entreprises délinquantes. Eh bien, merci beaucoup. Les réactions, mon cher Jean-Philippe Ducoing-Clément, à ce coup de gueule, ou alors un coup de cœur, on va dire, sur enfin des sanctions qui tombent pour les démarchages téléphoniques abusifs. On y revient dans quelques instants sur Sud Radio, juste après une petite pause. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Je rappelle qu'on attend vos réactions sur les réseaux sociaux, l'application Sud Radio et bien sûr vos coups de fil 0826 300 300. Autour de la table, Antoine Oberdorf, de journaliste qui suit la gauche pour l'opinion, Erwan Barrio, écrivain et journaliste au JDD, et Jean-Philippe Ducoing-Clément qui est maire UDI et qui avait passé un coup de gueule à l'instant sur justement les démarchages téléphoniques abusifs qui, grâce à une loi, étaient enfin sanctionnés. Et la parole allait être à vous, mon cher Erwan, qui vouliez commenter quand même ces sanctions qui arrivent enfin. Effectivement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le président de la République, Emmanuel Macron, a téléchargé et a installé Blocktel pour bloquer les appels du NFP et de Lucie Castec qui devenaient intempestifs depuis quelques semaines. C'est ça. Mais je suis pas sûr que ce soit suffisant. Oui, il y a une telle détermination de la part de ces opérateurs que c'est plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on attendait, mine de rien, quand même, ces sanctions qui étaient une gêne totale. Je pense qu'on a tous été témoins ici ou victimes de ce harcèlement téléphonique. Et au moins, on voit, et je me tourne vers le politique là, l'efficacité de la loi qui intervient rapidement. Oui.
rapidement, ça met quand même du temps. Et c'est toujours ce qui est extrêmement dur quand on parle d'action publique. On parle de réglementation qui date du mois de mars 2023, si ma mémoire est bonne, et les sanctions commencent à tomber depuis le début de l'année, s'accélèrent. Mais pour que les sanctions puissent se faire, il faut aussi que les gens aillent sur Blocktel. Parce que pour pouvoir dénoncer des démarchages abusifs, il faut être inscrit sur Blocktel et pouvoir les signaler. Et si vous le faites sans avoir été préalablement inscrit, vos signalements ne sont pas recevables. Donc c'est aussi tout le temps qu'une machine se mette en route, mais j'espère que ça va permettre de mettre un petit peu d'ordre, de limiter un peu les choses, parce que c'est vrai que c'est extrêmement pénible. Et puis sur le fond, c'est totalement contre-productif. Alors je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont sérieuses, mais d'autres qui sont à la limite de l'arnaque sur ce qu'elles peuvent proposer. Enfin, quand on a des entreprises qui démarchent, qui ne demandent pas les fichiers à Blocktel, qui appellent en dehors d'heures, parce que normalement on n'a pas le droit, pour garantir une tranquillité aux gens, d'appeler entre midi et 2, d'appeler le soir, d'appeler sur certaines périodes, sur le dimanche par exemple, ce que font un certain nombre d'entreprises là-dessus. Donc le seul moyen d'en sortir, c'est aussi que les gens s'inscrivent, signalent, remontent l'information. Vous savez, on parle souvent de participation citoyenne. C'est aussi d'être un peu citoyen, acteur chacun, et pas uniquement spectateur. Plutôt que de râler, maintenant, vous nous avez donné les clés pour que justement ce harcèlement téléphonique... Qu'on soit collectivement un peu plus tous tranquilles. Que chacun d'entre nous prenne notre part. Et puisse participer pour justement l'efficacité de l'action publique. C'est à votre tour, Erwan Barrio, écrivain, journaliste au JDD, pour un coup de cœur, visiblement suite à une rencontre nocturne hier soir, c'est ça? Exactement. Je m'attendais pas du tout à croiser cette personne dans le métro aux alentours de 23h, 23h30. Et vous parliez à l'instant de citoyens acteurs. Je suis descendu dans le métro Porte de Pantin, juste après avoir visité le Club France du côté de la Porte de la Villette. Et là, je dois le dire, c'est mon coup de cœur du jour, je suis tombé sur... Je vous laisse deviner peut-être le président... Un habitué des rames, c'est ça? Voilà, un habitué des rames dont ce n'était pas le coup d'essai, puisqu'on m'a rapporté qu'il était tous les soirs jusqu'à minuit à veiller à ce que finalement les rames aillent bien à l'heure, à ce qu'il n'y ait pas d'incident majeur sur les lignes de la RATP. Et d'ailleurs, on peut saluer les équipes de la RATP, puisque pour l'instant, les transports fonctionnent bien. Et plutôt très bien même. Plutôt très bien. Et même un Français comme moi qui aime râler, dont c'est un petit peu un sport favori. Et dont on vérifiera la ténacité tout à l'heure. Voilà, et ce n'est pas encore une discipline olympique, mais presque. Eh bien, je dois dire que là, en voyant à quel point la RATP fonctionne bien, je n'ai pas envie de râler, mais j'ai vraiment envie de faire un coup de cœur pour cet homme en particulier. Est-ce que son nom n'aurait pas une sonorité voisine à celle de la première ministrable du nouveau Front Populaire? Absolument. À une lettre près, on change le T pour un X et on arrive à Jean Castex, effectivement, président directeur général de la RATP, qui est vraiment là pour aider les gens. Et je dois vraiment saluer cet homme qui fait un travail formidable. Il y a un côté un peu Cincinnatus. Vous savez, il a été à la tête de l'État et puis finalement il laisse la gestion de Rome à un autre et lui il retourne à sa charrue. Et Dieu sait que c'est une sacrée charrue, le réseau de la RATP. Donc, coup de cœur pour Jean Castex. En effet, on le voit régulièrement sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des images surprenantes. Avec sa grosse main. C'est ça, avec sa grosse main, sa mallette, en allant au travail. Et en effet, même avec la mascotte des Jeux Olympiques autour de lui pour justement aiguiller. Ça vous fait tous un peu sourire, Antoine Obordin, dans le studio. L'expérience de Jean Castex à Matignon, pour le coup, avant qu'il n'endosse l'habit de patron de la RATP, est intéressante parce que finalement, lorsque les Français, on leur évoque cette idée qui leur est un peu étrangère de gouvernement technique, certains ont eu la réflexion de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui distinguait Jean Castex, du moins au départ, d'un gouvernement technique? Au fond, personne ne le connaissait, c'était un grand serviteur de l'État, maire aussi de la commune de la localité de Prades, et donc certains se sont dit, finalement, le gouvernement technique, c'est peu ou prou ce que nous avons connu avec Jean Castex. Or, on voit que, comme la culture française a horreur du vide, en vérité, tout gouvernement technique qui débarque à Matignon devient très très rapidement un gouvernement politique pris dans les vicissitudes de la politique française, mais aussi ce qui fait tout son charme, et devient, quelques mois après son installation, véritablement un acteur politique, comme l'est aujourd'hui Jean Castex, même sorti de Matignon. Mais ce qui est amusant avec Jean Castex, et je vous donne la parole, Jean-Philippe Hugon-Clément, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a bénéficié d'une cote de popularité extraordinaire, mais surtout, alors pendant son exercice à Matignon, c'est vrai, mais aussi en partant, parce que je rappelle que dès qu'il est arrivé, il a subi un peu les mêmes foudres, on va dire, qu'Elisabeth Borne, on l'a qualifié de
techno. Alors, il était un peu plus sympathique, mine de rien, avec quelque chose d'aussi caricatural que son accent, mais il a quand même subi les foudres, alors que là, on voit que c'est quelqu'un, mine de rien, qui n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis. Et ça fait plaisir, j'imagine, en tant que politique. Non, mais moi je trouve que c'est quelqu'un d'assez admirable, parce qu'en fait, il porte ce que portent énormément d'élus, énormément d'acteurs politiques. Il est monté au plus haut. Quand vous arrivez à Matignon, vous êtes sur un des plus grands postes que la République peut confier à un homme ou à une femme. Et il continue d'exercer en tant que grand serviteur de l'État d'autres responsabilités, à un autre échelon, qu'aurait pu arrêter, qu'aurait pu faire des conférences, aller pantoufler dans des grandes entreprises du CAC 40 ou ailleurs. Ce dont on a eu peur avec lui au début. Et il a continué, il a remis les gants et pour aller servir. Et puis c'est quand même l'occasion de rappeler, indépendamment de la gestion qui est faite par Jean Castex, qui est assez extraordinaire, les transports et la réussite des transports sur les Jeux Olympiques, ça a été 200 millions d'investissements de la région Île-de-France, et ça a été un travail extrêmement fort coordonné entre Île-de-France Mobilité, la région, la ville de Paris, il faut le dire aussi quand ça va bien et quand ça se parle, la RATP, SNCF et SNCF Réseau. Ça a été un travail de coordination énorme, et au-delà de l'ancien Premier ministre et de ce qu'il a porté, Jean Castex, je pense qu'il faut aussi saluer la capacité de l'ensemble des acteurs sur un projet comme celui-là, en mode projet, en mode organisation, à aller porter quelque chose qui a mis en avant, qui a donné une image positive du pays à l'international. Et Erwan. Oui, il a pas eu de chance, Jean Castex également, puisqu'il a été Premier ministre pendant une période morose, dont on se rappelle tous, la période du Covid. Et donc, on n'a pas eu forcément l'occasion de le voir sous un aspect positif. Avec son registre, c'était la bamboche, c'est terminé. Donc, voilà, en responsabilité, etc. Et d'ailleurs, c'était l'exercice qui était imposé par la contrainte du moment. Et bien là, on le voit dans un tout autre registre, dans un moment beaucoup plus festif, beaucoup plus positif. Et ça serait intéressant d'ailleurs de comparer la cote de popularité de Jean Castex comme PDG de la RATP et comme Premier ministre. Je suis sûr qu'elle a bondi en flèche. Mais c'est rare en plus à gauche, Antoine Oberdorf, de revoir quand même quelqu'un, et c'est ce que disait Jean-Philippe Dugouin-Clément tout à l'heure, on va dire arriver au sommet de l'État pour aller se préoccuper de ce qui est aujourd'hui, mine de rien, le quotidien de plein de gens dans le pays, c'est-à-dire la RATP, les transports, les déplacements. À gauche, vous en avez un qui a eu le sentiment quand même d'en passer par cette épreuve, c'est François Hollande. François Hollande, ancien président de la République, qui est revenu sur ses terres de Corrèze, à Tulle, a fait campagne. Moi, j'ai suivi cette campagne législative à gauche attentivement, et quoi qu'on en dise, évidemment, du niveau de notoriété d'un ancien président de la République, on peut dire que les jeux étaient faits, que la partie était gagnée, mais pas du tout. Pour lui, c'était vraiment un verdict des urnes qu'il a attendu jusqu'au dernier moment, avec une configuration où il n'était pas sûr de l'emporter. Donc cette épreuve d'humilité, elle vaut aussi bien à gauche qu'à droite, et je crois qu'elle a ses vertus. Oui, et puis on peut pas dire que ce soit quelque chose de tellement répandu en politique aujourd'hui, surtout après cette dissolution surprise qui visiblement n'a pas amené beaucoup de gens à faire preuve, comme vous venez de le dire, d'humilité. Vous êtes sur Sud Radio, on se retrouve après les informations de 11h pour les grands débats de l'été, et on va ouvrir cette page, la première ministre qu'on a eu le temps d'évoquer, idéale, qui est pour le nouveau Front Populaire, qui est Lucie Castet, fonctionnaire à la ville de Paris, notamment en charge des finances, qui essaye tant bien que mal, mine de rien, durant ces quelques jours qu'on a aperçu derrière nous, d'occuper le terrain, aller en déplacement à Duralex, une usine qui a retrouvé vie grâce à ses salariés. Et elle a décidé d'ouvrir une belle séquence dans Paris Match pour parler de sa vie privée et de dire qu'elle était mariée à une femme, qu'elle attendait peut-être même un enfant, et qu'elle décidait, on va dire, de le mettre en avant tout de suite dans un grand hebdomadaire qui est Paris Match pour éviter les attaques. Elle subissait déjà des foudres sur son homophobie. Et on va se poser la question, nous, autour de la table, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, chers auditeurs, au standard 0826 300 300. Quelle est cette passion pour la gauche, pour les coming out, pour l'étalage, mine de rien, de la vie privée? Et on va tout simplement se dire la question ici, très franchement, est-ce qu'on a besoin de le savoir? À tout de suite. C'est l'actualité qui est passée sous le scalpel de notre tablé aujourd'hui. Antoine Oberdorf vous suivez, la gauche pour le journal L'Opinion. Erwan Barrio, écrivain et journaliste au JDD, et Jean-Philippe Dugouin-Clément, vous êtes maire et sous l'étiquette
UDI. On va aborder le sujet, franchement, qui a fait beaucoup parler les commentateurs politiques et même qui a interpellé beaucoup de nos auditeurs qui nous ont demandé de traiter le sujet ici sur Sud Radio. C'est le coming out de celle qui est vue comme la première ministre idéale par le nouveau Front Populaire, Lucie Castet. Elle dit dans une interview aujourd'hui à Paris Match, je veux dire qui je suis, et on se pose la question, on attend vos réactions au standard 0826 300 300, appelez-nous et pour échanger, dialoguer avec nous, parler vrai. Erwan Barillo, qu'est-ce qu'on pense de cette gauche, mine de rien, qui a une tendance à mettre en avant, pour le dire très largement, sa vie privée? Comment vous le sentez, vous? C'est très simple. Lucie Castet, depuis qu'elle a été, entre guillemets, nommée par les 4 composantes du NFP au poste de Premier ministre, elle a un défi, c'est exister médiatiquement à l'heure où on ne parle que des Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, elle a été complètement, finalement, cachée derrière des figures telles que Léon Marchand, derrière lesquelles les Français se reconnaissent. Et donc, elle a essayé de se rendre avec d'autres éminents représentants de la coalition dans une célèbre usine de verrerie française. On peut dire que ça a fait flop. C'est entièrement passé sous les radars. Et si bruit médiatique il y a eu, c'était un bruit médiatique plutôt négatif. Style, les bobos essayent de parler aux prolos et ça marche pas tellement. Donc, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Sans jeu de mots, Duralex, sed lex, mediaticus. Elle s'est dit, il faut que je trouve quelque chose, un banger, un scoop, quelque chose qui va me faire exister médiatiquement, dans le bruit médiatique. Et alors là, vous savez, il n'y a pas 50 solutions. Elle a instrumentalisé la question de l'homosexualité, comme l'avaient fait d'autres. On pense notamment à Olivier Dussopt dans Tétu, au moment où il était en difficulté en pleine réforme des retraites. Elle s'est dit, voilà, je vais faire cette interview. Donc pour vous, c'est seulement, on va dire, un joujou médiatique qu'elle agite pour dire, voilà, j'existe, et puisqu'on parle pas de moi quand je fais des actions, on va dire, plus politiques sur le terrain, j'annonce, on va dire, je parle de ma vie privée en espérant qu'il y a un débat dessus ou que ça provoque une hausse de sympathie. La preuve, on en parle. Et je dirais, c'est peut-être pas la seule motivation. De toute façon, l'être humain est une personne complexe, et même en politique, les gens sont complexes et il y a souvent plusieurs motivations. Mais je dirais que la première motivation, pourquoi est-ce qu'elle le fait maintenant, c'est d'exister dans un débat sursaturé par les Jeux Olympiques. Antoine Oberder, vous qui suivez justement la gauche pour l'opinion, comment vous apercevez, comment vous analysez cette sortie quand même un peu soudaine, curieuse, on va dire d'un point de vue médiatique et de communication? Qu'il y ait la volonté d'exister de la part de Lucie Castet pour s'imposer à Matignon dans un été particulièrement saturé par les Jeux Olympiques, c'est évident. En revanche, je trouve que la gauche n'a pas le monopole de la mise en scène de soi et du déballage de la vie privée, et que je suis toujours finalement mal à l'aise avec cette espèce d'hypocrisie très française qu'il y aurait à vouloir renvoyer l'orientation sexuelle à la sphère privée, alors même que tout dans le voyeurisme médiatique tel que certains le pratiquent mène à ce que certains politiques ou certaines femmes politiques en l'occurrence soient outées, comme on dit. Oui, vous voulez dire que déjà dans les petits milieux, dès que le nom de Lucie Castet est sorti, vous étiez au courant qu'elle vivait avec une femme, qu'elle avait un enfant. Bien évidemment. Alors pour l'enfant, je ne savais pas. En revanche, je savais qu'elle était en l'occurrence lesbienne. Ce genre de secret de polichinelle où finalement règne l'empire de la rumeur qui ne serait partagée donc que par le microcosme journalistique parisien, personnellement je n'y souscris pas. Et en revanche, on peut tout à fait expliquer la stratégie de communication délibérée qu'il y a derrière. Moi, pour vous amener un petit peu dans les coulisses de cette interview à Paris Match, la conseillère en communication de Lucie Castet n'est autre qu'une certaine Sonia Tir. Ça ne dira rien au grand public, mais elle est autrice d'un livre dans une maison d'édition que vous connaissez bien, cher Maxime, aux éditions Fayard, Sortir du placard, LGBT en politique. Voilà le titre de l'ouvrage qu'a écrit donc la conseillère en communication de Lucie Castet. Et dans une interview, je l'entendais encore récemment dire que la France est encore une France très Paris Match, justement, où des hommes politiques se mettent en scène avec leurs femmes, leurs premières dames, leurs compagnes. On pense à Gérald Darmanin, notamment, très récemment, en une de Paris Match. Avec l'enfant, avec éventuellement le chien en vacances. Ça fait partie de l'imaginaire politique français. Nous y sommes très habitués. Donc, que
à un moment donné, une Lucie Casté pour exister médiatiquement évolue, briser ses codes. Il n'y a rien de choquant. Et rompre ses codes. D'autres l'ont fait avant elle, d'autres le feront après elle. Et on y reviendra. Jean-Philippe Dugouin-Clément, comment vous réagissez? Parce que franchement, est-ce qu'on s'en fout pas? Parce que Lucie Casté, moi je suis persuadé qu'elle a plein d'autres qualités en plus de celles qu'elle affiche publiquement dans Paris Match, et je suis sûr que plein la trouvent déjà brillante et très sympathique et peut-être même très compétente sans qu'elle ait ce besoin-là, on va dire, de parler de sa vie privée. En tout cas, je lui souhaite, parce que si elle n'a que ça, c'est assez ridicule. Déjà, pour moi, c'est pas une question de gauche ou de droite, parce qu'on pourrait prendre des exemples à droite ou à l'extrême droite, quelqu'un comme Monsieur Odoul, qui est au Front National aujourd'hui, qui ont eux aussi joué sur leur sexualité comme un argument de communication, de notoriété, pour rappeler, de marketing Julien Odoul avait eu des photos de lui dans les, on va dire, dans Tétu notamment. Voilà, plutôt dénudé. C'est pas quelque chose qui est spécifiquement de gauche. On le retrouve dans l'ensemble des formations politiques. Sauf que le Rassemblement national n'en fait pas un argument politique. D'une certaine manière, lui, il l'a fait quand il a joué une certaine forme de communication avant qu'il s'engage politiquement dessus. Mais ce que je trouve assez dommageable là-dedans, c'est en fait on fait privilégier la forme sur le fond. On est dans une forme de pipolisation de la vie politique. On ne s'intéresse plus tant à ce qu'est la personne, ce qu'elle porte, ce qu'elle fait, sa capacité de travail, qu'à savoir avec qui elle couche, quelles sont la couleur de ses sous-vêtements. Enfin, il y a un côté, je trouve, assez intrusif, assez nauséabond, assez malsain. On s'intéresse en gros à tout ce qui est malsain, tout ce qui peut être du voyeurisme dans notre société. Et je trouve assez dommageable que cette candidate au poste de Premier ministre fasse campagne plus sur sa sexualité que sur ce qu'elle porte. Et encore une fois, je dis ça, moi, c'est pas la question, c'est pas une question par rapport à ce qu'elle est, c'est quel intérêt de mettre en avant sa vie privée. La question au fond, c'est quel est le signifiant politique qu'on met derrière? Que Lucie Casté révèle son homosexualité à ce stade, du moins aux yeux du grand public et des Français, est-ce que ça en fait un atout? Est-ce que ça la rend plus... Excuse-moi, est-ce que ça en fait une bonne ou une mauvaise première ministre? Est-ce que Jean Castex était un bon ou un mauvais premier ministre, puisqu'on parlait de lui il y a quelques minutes du fait qu'il soit hétérosexuel? Le fait de la sexualité de quelqu'un ne fait pas de soi qu'on est un bon ou un mauvais ministre. Après, et donc de ce point de vue-là, c'est sans incidence. Elle a pilonné depuis la révélation de son nom, et ça on peut pas lui enlever, sur le thème des services publics. Elle n'a été que sur ce thème-là, la nécessité d'engager de nouvelles AESH, sur l'hôpital public, sur l'école. Enfin, je veux dire, elle est à fond sur ce qu'elle n'est pas proposé un programme. Notre système est totalement déformé. C'est que le seul moment où elle devient audible, où elle fait du média, où elle fait du buzz, c'est quand elle parle de sa sexualité, quand elle parle de services publics, quand elle parle d'une union de la gauche qui n'existe pas, quand elle parle de son savoir-faire professionnel au travers de son poste de directrice des finances de la ville de Paris. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Le seul moment où on fait des médias, et je trouve qu'on est dans un système qui ne fonctionne plus. En fait, c'est plus le problème vient du système plus que de Lucie Castet. C'est-à-dire que vous avez raison. Elle avait un programme à proposer, elle l'a toujours, notamment sur les services publics, mais elle ne passe pas le bruit médiatique quand elle parle de ce problème-là. Par contre, pour exister, elle a besoin effectivement de parler un peu plus d'elle, de sa vie privée, même si c'est pas au cœur de ce qu'elle porte. Mais ça dit sur notre société, mais ça dit aussi sur la gauche. Quand elle va dans une usine de verrerie, ça colle pas, ça marche pas, personne n'en parle. Par contre, quand elle parle du sociétal, entre guillemets, là ça fonctionne. Donc ça montre bien cette gauche finalement qui est passée des mouvements sociaux aux nouveaux mouvements sociaux. Comme on dit aujourd'hui le sociétal, elle est obligée d'en passer par là parce que la gauche a changé et l'électorat de gauche a changé. Mais on va vous apporter de la contradiction, camarades, ne bougez pas parce qu'on va accueillir Jovan qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Jovan. Bonjour à tous, merci de m'accueillir, bonjour à vos invités. Merci beaucoup d'écouter Sud Radio et de venir participer avec nous à cette discussion. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette officialisation, on va dire, de la vie privée de Lucie Casté dans Paris Match? Moi, je pense simplement que c'est malheureux d'en arriver à ce point de voyeurisme, en fait, je pense que ce qu'elle a voulu, c'était déminer le terrain avant que ça explose. Donc vous nous dites qu'elle avait pas le choix d'une certaine manière. D'une certaine manière, elle n'avait pas le choix. Elle savait que ça allait être déballé. Donc autant qu'elle le dise, elle, avec ses mots, avec ses termes, que plutôt déformer par le biais d'une voix de presse autre que sa voix à elle, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire plutôt que dans quelques semaines, potentiellement, dans un magazine un peu moins chic ou moins lu, retrouver des photos d'elle. Alors, souvenez-vous des sous-entendus
franchement lourdingue dont avait fait l'objet Gabriel Attal à la une de Voici sur un bateau en Corse avec Olivier Véran. Oui. Très franchement, et c'est peut-être effectivement ce genre de photo qu'elle a voulu éviter. Vous êtes d'accord avec ça, vous, Jovan? Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Enfin, ça ne retire rien à ses qualités de future première ministrable. Une personne qui a une carrière derrière elle, qui a fait énormément de choses d'un point de vue économique, qui a participé à des commissions d'enquête sur les services publics, notamment sur la fiscalité, notamment. Et elle pourra très bien apporter sa pierre à l'édifice, parce qu'aujourd'hui on manque clairement de structuration dans notre pays. Erwan Barrio qui dialogue avec vous, Jovan. Il y a d'autres personnalités politiques, on en parlait tout à l'heure. On peut parler par exemple de Sébastien Chenu au Rassemblement National ou de Gabriel Attal dans la majorité présidentielle, qui certes parfois ont été victimes de photos malencontreuses, mais qui n'en ont jamais fait un argument politique. Et là, la différence, on a l'impression aussi peut-être que c'est l'une des manières de rassembler la gauche aujourd'hui, c'est de la rassembler finalement sur ces questions sociétales. Qui est peut-être le plus petit dénominateur commun entre tous ces 4 mouvements de gauche, à part peut-être la lutte contre le Rassemblement national. Vous êtes d'accord avec ça, Jovan? Vous, est-ce que vous pensez aussi qu'en plus de ces qualités, malheureusement, la gauche, et on peut le déplorer ou pas justement, et trouver ça beaucoup plus moderne, la gauche est tellement attachée à tous ces droits qu'on dit sociaux qu'elle est aussi obligée de sortir pour s'attirer un certain capital sympathie de la part des électeurs. Vous êtes d'accord? Non, je pense pas qu'elle le fasse pour ça. Elle le fait par pure honnêteté, entre guillemets. Aujourd'hui, quand on voit les foudres qui ont été attirées par rapport à la cérémonie d'ouverture, notamment ce qui s'est passé sur des représentations de la scène ou des choses comme ça. Je veux pas revenir sur voilà. Oui. Elle a préféré, je veux dire, prendre les devants. Donc elle se protège. C'est malheureux. Elle se protège. C'est malheureux. Bon, écoutez, on reviendra sur le fait que ce soit potentiellement malheureux à cause, sans doute, et on va poursuivre la conversation en direct sur Sud Radio, d'un système médiatique qui ne demande que de nouvelles informations et par lequel on est obligé de passer. Si on veut réussir en politique, vous nous appelez si vous voulez faire comme Jovan, le camarade de l'Essonne qui nous a appelé en direct au 0826 300 300, et vous pouvez également réagir, bien sûr, sur l'application et sur les réseaux sociaux. On vous attend. À tout de suite sur Sud Radio. On ne se quitte pas et on vous accompagne tout l'été sur Sud Radio. On vous fait vivre la politique, on vous fait vivre les JO avec les signatures. Aujourd'hui, autour de la table, Antoine Oberdorf, merci d'être avec nous. Vous êtes le journaliste qui suit la gauche pour l'opinion. Erwan Barrio, écrivain. Et on peut également retrouver votre plume dans le JDD. Et Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI, habitué de ce micro. On avait le débat et on remercie encore Jovan de nous avoir rappelé, qui disait, mais en fait, peut-être qu'on est aujourd'hui dans une situation où le système médiatique quand même traque ça. Donc on doit le faire pour se protéger. Et mine de rien, si on est assez honnête, tout le spectre politique passe par là, Antoine Oberdorf. Oui, vraiment tout le spectre politique. C'est-à-dire qu'il y a maintenant il y a quand même une forme de dictat de la transparence et qui fait que là où des politiques se réserver le droit de révéler leur sexualité par le passé. Pour n'évoquer que 2 exemples bien connus des Français, on pense à Bertrand Delanoë, qui a été l'un des premiers en France bien sûr. À mettre sur la table sa sexualité, son homosexualité en l'occurrence. Mais on pense aussi à Roger Carucci, parce que moi je voudrais pas laisser penser que homme de droite, ne se passe qu'à gauche. C'est aussi à droite. Roger Carucci, ancien ministre Nicolas Sarkozy, qui a fait la campagne des régionales de 2010 contre Valérie Pécresse, vraiment sur ce thème, alors même que Valérie Pécresse, elle surfait plutôt sur son image de mère de famille. Et ça, là où ça va jusqu'à l'autre bout du spectre, c'est que au Rassemblement national, et ça s'est avéré, le magazine Têtu d'ailleurs, je crois, s'en était fait l'écho. Il y a le plus important contingent de personnalités qui se déclarent homosexuelles. Sous la précédente mandature, c'était à peu près 20-25 députés sur les 89 que compte le Rassemblement national. Simplement ensuite, c'est effectivement le traitement politique qui en est fait. L'utilisation qui en est fait, bien sûr. Le Rassemblement national est un peu embêté. Ils sont pris, pour utiliser un mot à la mode, dans un syndrome de dissonance cognitive. Parce que d'un côté, ça les embête de prêter le flanc à une tendance qu'ils considèrent un peu woke de revendication des minorités. Et en même temps, ils revendiquent ce droit à l'indifférence générale de pouvoir vivre sa sexualité pleinement. Ça nous renvoie d'ailleurs
au débat qu'il y avait eu en interne au Rassemblement national à l'époque de la manif pour tous. Bien sûr. Erwan Bayo, vous. Oui, le Rassemblement national est plutôt sur la deuxième ligne qu'Antoine vient de citer, c'est-à-dire l'indifférence générale et de ne pas faire de la vie privée et a fortiori de l'orientation sexuelle un argument politique. Ce ne sont pas du tout des communautaristes. Ils ne cherchent pas à rassembler les homosexuels. Ils cherchent à rassembler le peuple français, peu importe leur orientation sexuelle. Moi, ça me fait penser un petit peu à un film de Francis Weber qui a à peu près 20-25 ans qui s'appelle Le Placard. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est l'histoire de Daniel Auteuil qui a un employé finalement tout ce qu'il y a de plus classique qui un jour apprend qu'il va être licencié. Avec une Michel Larocque formidable dans ce film. Exactement. Et il va voir son voisin Michel Aumont qui lui conseille de dire qu'il est homosexuel parce que ça lui permettra de rester dans l'entreprise. Et finalement, Michel Aumont lui révèle à la fin, il lui dit, vous voyez, vous restez dans l'entreprise pour la même raison que moi on m'avait viré il y a 30 ans. Et donc ça montre finalement l'évolution de la société et que pour sortir du placard médiatique où elle était, Lucie Castet a dû recourir au même stratagème entre guillemets, même si elle le fait avec beaucoup plus de sincérité que Daniel Auteuil dans ce film formidable de Francis Weber que je vous invite à voir. Donc ça en dit long sur l'évolution de la société et c'est pour le mieux et il faut évidemment se réjouir que chacun puisse annoncer s'il le souhaite son orientation sexuelle. Bien sûr, c'est pour ça que vous êtes bien sur Sud Radio parce qu'en plus des débats politiques, vous avez des recommandations de films. Jean-Philippe Dugoin-Clément. Comment vous réagissez à tout ça, vous qui faites de la politique depuis un certain temps, qui êtes à l'UDI, est-ce qu'on est dans une époque où on doit l'assumer, c'est-à-dire que la sexualité, parce que vous avez anglais tout à l'heure, on va dire votre prise de parole davantage sur ça, la vie privée, on doit faire avec, mais c'est vraiment la sexualité, c'est pas toujours utile, on va dire. C'est-à-dire que on est dans un monde où il y a de plus en plus de voyeurisme, un voyeurisme intrusif et assez malsain. Et je trouve que céder à cela en remettant systématiquement une pièce dans le jukebox, c'est contribuer à alimenter ce phénomène-là. On est dans un pays où on a la chance d'avoir une liberté sexuelle à peu près totale, ce qui existe dans quasiment pas de pays au monde. Il n'y a pas de pays au monde où on a une liberté sexuelle, politique, syndicale, philosophique, religieuse aussi large que dans ce pays. Et pour autant, on a aujourd'hui un besoin d'une partie de l'opinion, d'une partie des médias, d'aller au-delà, de savoir quelle est la vie privée des gens, mais surtout de le savoir sur le côté assez malsain, sur le côté de la sexualité, savoir quelle est la vie privée des gens, savoir si Lucie Castet a une grand-mère dont elle s'occupe, qui est en EHPAD, qu'elle va voir ou jamais, savoir si c'est une bonne voisine ou si elle met de la musique à 23h en enquiquinant ses voisins, de savoir si elle a une attitude responsable puisqu'elle est parent par rapport au personnel de crèche ou à l'assistante maternelle qui s'occupe de sa fille. Tout le monde s'en fout. La seule chose qui intéresse les gens, c'est de savoir avec qui elle vit et quelle est sa sexualité. Vous voyez, et ce qui me gêne vraiment, c'est ce côté voyeurisme malsain. Et le fait que nous, élus collectivement, journalistes collectivement, on y contribue en systématiquement remettant une pièce là-dedans. Et quand on prend vraiment, je trouve qu'il y a eu une accélération sur les 18-24 derniers mois. Vous parliez tout à l'heure d'Olivier Dussopt, mais beaucoup d'autres politiques ont fait ça. Mais justement, Clément Beaune, Sarah El Haïry, beaucoup d'autres ont été amenés à utiliser leur sexualité comme un élément de marketing. Oui, mais avec quel succès? Ceux que vous citez, finalement, n'ont pas eu le succès politique auquel ils auraient pu prétendre si c'était positionné sur d'autres. Sarah El Haïry, si elle n'avait pas annoncé sa sexualité aujourd'hui, personne. Oui, vous dites que c'est parfois ce qui reste malheureusement quand on passe en politique. Certains qui n'arrivent pas à marquer d'une pierre le ministère où ils passent déclarent leur homosexualité. Comment vous réagissez à ce message? C'est un message qu'on me laisse sur Twitter, un auditeur de Sud Radio qui me dit: ce qui me gêne un peu dans ce débat, c'est que toutes les réactions que j'entends sur Lucie Castet et qui déplorent visiblement l'étalage de la vie privée ne sont pas les premiers qui avaient réagi lorsque Gabriel Attal, arrivé à Matignon, l'avait largement utilisé. Alors Gabriel Attal, il a quand même été à moitié outé par un avocat médiatique et complotiste, donc il avait été obligé de réagir. Donc faut quand même pas confondre les choses, parce que je vois bien le procès d'attention qui est fait à Gabriel Attal. Gabriel Attal a été avant tout victime.
Bien sûr. Il a été amené à se défendre. Et dans le cas de Lucie Castet, elle a anticipé une potentielle attaque. Ça, ce qui était l'hypothèse de votre auditeur. Moi, je crois beaucoup plus à ce que vous évoquiez. Quand on prend sa chargée de com, on est sur une utilisation de sa sexualité en termes pour passer le mur du son médiatique. Et s'agissant de Gabriel Attal, c'est vrai le qu'il mot de la fin, Antoine. Il y avait eu la malveillance de Juan Branco. Et là encore, je ne peux pas taire cette petite musique qui consistait autour de Gabriel Attal à scruter avec quel compagnon il était à cette époque-là. S'agissait-il de Stéphane Séjourné, d'Olivier Véran? On voit bien que la gourmandise médiatique à ce niveau-là, et celle des Français, hein, qui n'est que le reflet de celle des Français, soyons clairs, est intarissable. Donc voilà, simplement, je veux essayer toujours dans ce débat-là de renvoyer ces bas instincts, ces penchants que nous avons, à aussi des bas instincts qui s'observent dans la population générale. Bon, en tout cas, Lucie Castet a en partie réussi son coup de communication, parce que tout le monde en parle, et nous aussi, ici à Sud Radio, et vous avez participé bien sûr au débat, et vous l'avez suivi sur l'application avant le deuxième thème, qui change totalement, mais on viendra à la politique pour évoquer Bernard Cazeneuve, parce qu'après Xavier Bertrand, après les accords à droite, après tout ce que vous voulez, dans une vingtaine de minutes, on y viendra. Bernard Cazeneuve, finalement, on a envie de vous poser la question à Sud Radio, est-ce que c'est pas l'homme idéal? Homme de gauche, identifié, ministre de l'Intérieur, ferme sur la sécurité, Premier ministre évidemment, qui a participé quand même au gouvernement Hollande dans une période trouble, qui connaît bien Emmanuel Macron, donc est-ce que c'est pas l'homme que tout le monde attend? D'ailleurs, tendez l'oreille, il me semble même qu'on crie son nom dans la rue. On vous posera la question et on attend vos avis sur les réseaux sociaux au standard, je le rappelle, 0826 300 300. Le sujet qu'on va aborder ici autour de la table, camarades, c'est qu'il y a quelques jours, la France, et vous le savez, on en a largement parlé sur cette antenne, a reconnu, on va dire, la paternité du Maroc sur le Sahara occidental, et évidemment, ça a provoqué, on va dire, des coups de sang du côté de l'Algérie, avec qui Emmanuel Macron avait tant bien que mal essayé de nouer des liens, faire des gestes qui n'ont jamais vraiment mené, on va dire, à de grands gestes retour. Et donc, l'Algérie a évidemment renvoyé l'ambassadeur, a convoqué l'ambassadeur, a fait des remontrances, on s'est inquiété du sort des entreprises françaises en Algérie, mais elle continue à jouer des coups diplomatiques, parce que c'est une information du Canard enchaîné. L'Algérie continue sa pression, parce que le dernier épisode en date, elle bloque les ressortissants expulsés par notre pays. C'est-à-dire qu'on renvoie des gens qui sont sous OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Donc ils arrivent à Alger, à l'aéroport, et comme on est obligé d'avoir un laissez-passer consulaire, c'est-à-dire d'avoir l'autorisation du pays pour qu'ils soient renvoyés, oui, vous m'entendez bien, donc en plus ils payent, donc ils arrivent à l'aéroport d'Alger et ils font tout de suite demi-tour. Petit tour de table quand même pour réagir sur ce coup de pression diplomatique. Antoine Oberdorf qui hoche de la tête et qui dit mais oui, c'est intolérable. Non, mais parce que c'est les laissez-passer consulaires, si vous voulez, il est tellement évident que c'est le premier levier de chantage dont disposent aujourd'hui les autorités algériennes, et en l'occurrence le président Tebboune, lorsque la France prend une position diplomatique qui leur déplaît. La reconnaissance du plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental, ce n'est pas une position marginale que prend la France. Elle prend une position, elle suit une position sur laquelle les États-Unis l'ont devancée, l'Espagne, et je pourrais citer bien d'autres pays. Ils sont, je crois, aujourd'hui plus de 99. Donc, si vous voulez, les mesures de rétorsion que se voit appliquer la France sont particulièrement sévères compte tenu de l'histoire de la France, qui lie la France-Algérie. On aura l'occasion de reparler de ce legs colonial. Totalement. Mais pas si non plus sévère si l'on regarde les mesures de rétorsion qui avaient été appliquées à l'Espagne, qui s'était vu suspendre tout bonnement les liaisons aériennes entre l'Algérie et l'Espagne. Simplement, entre Alger et Paris, les liens sont extrêmement forts. Enfin, on aura de cesse de rappeler que la première diaspora étrangère en France, c'est la diaspora algérienne. Plus de 880 000 personnes selon l'INSEE, que chaque année, plus de 32 000 titres de séjour sont octroyés à des ressortissants algériens. Ça aussi, c'est un héritage de l'histoire. On voit simplement que la politique de pacification, de reconnaissance mémorielle n'a pas marché, qu'a amorcé Emmanuel Macron très tôt lors de son premier quinquennat, pour le moment, elle ne porte pas ses fruits. Et on y reviendra dans quelques instants sur ce débat Sud Radio, avec peut-être justement des liaisons ou des liens Paris-Alger qui se traduisent aussi par des chiffres catastrophiques pour l'actuel ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec un taux d'OQTF qui ne peut pas être exécuté comme il se doit, parce que c'est ce sujet aussi qui est évoqué, à savoir est-ce qu'on peut être finalement maître de l'immigration en France, et je crains que Erwan Barrio va nous répondre non, c'est le journaliste du JDD. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a un soleil radieux au-dessus de Paris en ce moment, ce n'est pas le cas au-dessus des relations France-Algérie, parce que après, on assiste, on va dire, à plusieurs épisodes de divorce. Antoine Obador, journaliste à l'Opinion, nous rappelait qu'il y avait eu des tentatives, évidemment, d'Emmanuel Macron de tisser des liens avec Alger, hélas, resté sans réponse. Et là, on se retrouve quand même avec des gens qu'on n'est pas capable de renvoyer, Erwan Barillo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ceux qui sont sous OQTF, n'ont pas la capacité de rentrer dans leur pays d'origine. Oui, absolument. Vous le disiez à l'instant, Emmanuel Macron, c'est vrai, a tenté des gestes d'apaisement, de conciliation avec le gouvernement FLN algérien. Le problème, c'est que c'est un petit peu difficile de tendre l'autre joue, comme on dit dans la Bible, quand la personne en face de vous s'est constituée en tant que votre principal ennemi. Et c'est un petit peu, depuis 1962, dans l'ADN du gouvernement FLN algérien, de cibler en permanence, à chaque commémoration, la France, coupable de tous les maux, comme si ça permettait finalement de masquer sa propre responsabilité depuis 64 ans, 62 ans maintenant, dans la gestion catastrophique du pays. Donc au bout d'un moment, la politique du bouc émissaire, qui est vraiment constitutive de ce gouvernement, a ses limites. Et c'est ça qu'Emmanuel Macron n'a pas compris. Il a pensé, dans sa vision finalement post-tragique des choses, dans sa vision un petit peu Erasmus, où il n'y a que des bisounours et on va se mettre autour de la table, on va discuter. Il a cru que en tendant la main, notamment sur la question mémorielle, en mettant vraiment, au sens propre comme au sens figuré, un genou à terre devant les FLN en reconnaissant la responsabilité de la France dans la colonisation, il a cru que finalement il allait obtenir des choses de l'Algérie, et notamment on se souvient du gaz en remplacement. Et d'un point de vue migratoire, même, c'est un problème. Et même notamment sur la question migratoire. Or, il n'a rien obtenu, ni sur le gaz, ni sur la question migratoire. Pas de réforme des accords d'Évian de 1962, rien. Donc c'est un fiasco total, comme sur beaucoup de dossiers internationaux d'Emmanuel Macron, il faut bien le reconnaître, et il a même réussi à nous fâcher avec le Maroc. Et donc, cette reconnaissance à demi-mot, en demi-teinte, parce qu'il ne reconnaît pas pleinement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Non, mais bon, la lettre qu'il a adressée au roi du Maroc laisse peu de doute, quand même. Il dit, le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, mais c'est un petit peu ambigu comme formule. C'est diplomatique, mais c'est par exemple, largement assumé. L'Espagne, l'ancien colonisateur du Sahara occidental, a été beaucoup plus net, et donc, finalement, c'est un petit peu le service minimum qui déjà fâche les Algériens. Donc, que faire maintenant? Là, il y a une situation de bras de fer. C'est plus du tout le temps de la conciliation. Maintenant, il faut vraiment que le président de la République prenne ses responsabilités. Il y a 3 leviers au moins. Les étudiants algériens qui viennent en France, il faut menacer de les renvoyer immédiatement. Il faut bloquer tous les laissez-passer consulaires et bloquer les flux financiers qui transitent de la France vers l'Algérie. Mais il y a bien d'autres moyens aussi. Et on y reviendra parce que notamment certains députés RN qui ont vu cette actualité, ça ne leur a pas échappé, proposent de remettre en cause les fameux accords de 68 qui ont été signés entre la France et l'Algérie. Préconisation reprise par Édouard Philippe, on s'en souvient. Préconisation de l'ancien ambassadeur d'Alger de Paris, Xavier Driancourt. Xavier Driancourt, absolument, reprise par Édouard Philippe. Exactement. Jean-Philippe Dugouin-Clément, vous qui êtes au Manec, maire UD, on le rappelle, comment quand même vous réagissez au fait que sur notre pays, on ne gère plus, je rappelle quand même quelques chiffres que je regardais avant d'entrer en studio, le taux d'exécution des OQTF, on le rappelle, les obligations de quitter le territoire français, il est actuellement de 6,9%. Alors, on pourrait s'en réjouir si c'était phénoménal. Le problème, c'est que la moyenne européenne, elle est à 30%, et en Allemagne, ça monte jusqu'à 55%. Donc, la politique migratoire, qui était la promesse d'Emmanuel Macron de dire qu'on arriverait jusqu'à 100% d'exécution des OQTF, c'est pas ça. Ce dont on parle, c'est absolument scandaleux. Je vais d'abord faire petite précision qui me semble importante quand on parle du contrôle des flux migratoires qui seraient liés à l'Union européenne. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre, les émeutes qu'il y a et dont le point de départ est depuis le Brexit une augmentation non contrôlée de l'immigration en Grande-Bretagne. Comme quoi c'est la question européenne dans l'Union européenne ou hors Union européenne n'est pas la question qui fait qu'on a de l'immigration ou pas d'immigration. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est la preuve par l'exemple
exemple que ce que nous dit le Rassemblement national depuis des années est faux et ne marche pas par rapport à la question de l'Union européenne. Sur la question de l'Algérie, on a eu sur les 5 ou 6 dernières années un positionnement français de la politique étrangère française au travers d'une politique dite de pacification mémorielle qui a constitué effectivement à baisser la tête devant l'Algérie, à porter des fautes peut-être de nos pères, de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères, de générations précédentes, qui ont eu un seul effet, c'est de nous brouiller avec le Maroc, qui était traditionnellement au sein du Maghreb le pays le plus proche politiquement, économiquement de la France. Le président de la République a souhaité, sans passer par le Parlement d'ailleurs, dans une période compliquée puisqu'on n'a pas de gouvernement de plein exercice, prendre une initiative diplomatique qui vise à nous rapprocher du Maroc, à retisser des liens avec ce qui était un allié historique. Et on a cette réaction qui pour moi est totalement disproportionnée de l'Algérie. Moi je considère que ça n'est pas acceptable. Si l'Algérie refuse, bloque les OQTF, c'est-à-dire des personnes qui sont en France illégalement, qui sont délinquants en France et qui sont renvoyés en Algérie, eh bien vous le disiez tout à l'heure, il y a 32 000 Algériens qui chaque année rentrent en France. Il faut bloquer les entrées d'Algériens en France. Il faut bloquer les étudiants algériens. Il faut bloquer les flux financiers, il faut bloquer l'aide financière. Moi, il n'y a pas de souci. La France, si la France est effectivement un grand pays, chose que je crois, si la France fait partie du G7 et la 6 ou 7e puissance mondiale, on ne peut pas accepter ça. Mais c'est vrai qu'on a rechigné à engager ce rapport de force. On a énormément rechigné. Emmanuel Macron, lorsqu'il a mandaté Benjamin Stora, historien donc, pour réconcilier, pacifier les mémoires, il a eu cette idée que, en allant d'ailleurs jusqu'à dire à la télévision algérienne que la colonisation, alors même qu'il n'était pas encore élu président de la République, que la colonisation était un crime contre l'humanité, il a eu cette idée de dire si je donne énormément de gages en matière mémorielle, il y aura un retour sur investissement en matière de coopération sécuritaire et migratoire. Force est de constater que ça n'a pas marché et que, par exemple, on s'est longtemps dit que la dénonciation de l'accord franco-algérien de 68 qui permet un certain nombre de dérogations, en fait, par rapport aux Algériens de venir en nombre et d'avoir beaucoup de droits en venant en France. Absolument. Avec des conditions d'octroi des permis de séjour facilités. On s'est dit que si on dénonçait, comme le préconisait cet ancien ambassadeur dont je parlais précédemment, Xavier Driancourt, si on dénonçait cet accord, ça allait conduire les Algériens à durcir les conditions de délivrance des laissez-passer consulaires. Bon, mais on voit qu'il suffit que la France prenne une position diplomatique qui leur déplaît pour qu'ils le fassent. Il n'est plus question aujourd'hui de la visite d'État du président Tebboune qui devait se tenir à l'automne. Et on s'est autorisé à rien dire lorsque le même président Tebboune a couru à Moscou en juin dernier pour dire à Vladimir Poutine qu'il était un formidable ami des courageux. On n'est pas courageux, c'est ça, et c'est ce que dit en sous-texte Antoine Berdorf. Et quand on n'est pas courageux, on est en plus un sujet de moquerie aussi au sein de l'opinion publique algérienne. On se souvient comment la télé algérienne avait couvert l'arrivée de Macron qui venait vraiment se mettre à genoux devant le président et les autorités du FLN algérienne. C'était repris comme vraiment un vrai sujet de moquerie par l'opinion publique. Et donc, finalement, ce gouvernement ne comprend que le rapport de force. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut aujourd'hui que Emmanuel Macron enclenche ce rapport de force et qu'il sorte des yeux de chimène qu'il a eu pour ce gouvernement qui n'a de cesse de vilipender la France depuis plus de 60 ans maintenant. Mais vous savez, le problème n'est pas d'être aimé ou pas, il est d'être respecté. Et d'être craint parfois pour être respecté. Et en même temps, cette valse hésitation d'Emmanuel Macron, on ne peut pas ignorer le fait que derrière l'imbroglio diplomatique qu'on a aujourd'hui avec l'Algérie, l'Algérie nous tend un miroir et nous pose aussi une question identitaire vis-à-vis de ressortissants qui ne sont pas des ressortissants algériens, qui sont des Français, éventuellement des Français binationaux franco-algériens, mais qui sont nos compatriotes et qui portent un regard troublé, pour ne pas dire traumatique, sur ce passé colonial dont on a autant de mal à parler dans nos écoles, dans les écoles de la République. Donc la question algérienne, si nos dirigeants successifs avancent avec autant de prudence sur cette question-là, souvenez-vous du discours de Constantinople de Nicolas Sarkozy en 2007. Bien sûr. Si ils avancent avec autant de prudence, c'est parce qu'ils savent que c'est une question aussi intérieure, la question algérienne. Et sinon, il y a une autre solution qui peut être mise sur la table. Vous savez, en 1830, pourquoi est-ce que Charles X a enclenché la conquête de l'Algérie? C'est
pour lutter contre ce qu'on appelait les barbaresques, les pirates, en fait des corsaires qui travaillaient pour l'Empire ottoman, qui attaquaient les bateaux français. On pourrait dire que ce sont un petit peu des racailles de l'époque. Finalement, on leur a mis un petit taquet qui les a calmés et qui a lavé en quelque sorte, vous savez, le coup d'éventail que le bey d'Alger avait donné à notre ambassadeur. Et donc parfois, dans les relations internationales, il faut utiliser ce pourquoi Clovis disait, vous savez, la suite de la diplomatie par d'autres moyens, sans aller jusqu'à cette extrémité-là, mais il faut savoir un petit peu montrer ses muscles. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure d'une référence cinématographique, il y en a une autre qui me vient à l'esprit, c'est le film Scarface de Brian De Palma. Vous savez, Scarface... Avec le gigantesque Al Pacino. Le gigantesque Al Pacino, et cette immigration cubaine qui vient à Miami... D'où est-ce qu'ils sortent? Ils sortent des prisons de Cuba que le gouvernement cubain lâche sur les États-Unis comme une arme finalement diplomatique dans les relations détériorées que les deux pays entretiennent. Et bien là, on est exactement dans la même situation où finalement on a l'impression qu'ils déversent leur prison sur la France et la France ne doit pas l'accepter. Et il est grand temps peut-être vraiment qu'on apprenne à se faire respecter. Je vous lis la réaction de Laure Lavalette, députée RN, qui nous dit « Il est grand temps de sortir de l'accord de 68 », proposition faite en effet par Édouard Philippe à la une de l'Express, je me souviens il y a quelques mois, et d'engager des sanctions et un sérieux bras de fer sur les visas, l'aide publique et les transferts financiers, bref, se faire respecter. Moi je comprends franchement les gens qui nous écoutent, chacun vous avez apporté des éléments qui dit on paye quand même accessoirement, ça on l'oublie, mais on paye pour que les OQTF soient en plus, même il y ait un raccompagnement. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on est prêt à leur verser un salaire, tout ça. La Cour des comptes préconise visiblement même de changer de méthode parce que ça coûte trop d'argent. Donc il est très grand temps de se faire respecter. Et qui sait, c'est peut-être quelqu'un comme Bernard Cazeneuve, le Premier ministre idéal. Belle transition. Mais exactement, c'est presque un métier. Vous êtes sur Sud Radio et le prochain débat, vous l'avez vu, Bernard Cazeneuve, n'est-ce pas le Premier ministre idéal? On vous attend au standard 0826 300 300. Venez débattre avec nous. Vous êtes sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 13h. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Notre dernier débat du jour concerne un homme que vous connaissez bien, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, et il fait partie des noms dans la petite tambouille politicienne qu'on voit actuellement et que Emmanuel Macron gère depuis l'Élysée-sur-Mer, comprenez le fort de Brégançon, en passant des coups de fil auprès de ses plus proches collaborateurs. Et c'est vrai que le nom tout d'un coup revient de celui de Bernard Cazeneuve. Je crois même qu'il se disait prêt au micro de Darius Rochemin. C'était sur LCI, écoutez. Moi, je n'ai jamais refusé de mettre de la sagesse là où il y a de la déraison. Et s'il faut le faire de façon collective, je serai toujours prêt à cela parce que, encore une fois, moi, dans cette affaire, je suis totalement désintéressé. Ma seule préoccupation, c'est de faire en sorte que le pays ne bascule pas dans le déclassement, dans l'ingouvernabilité, dans le n'importe quoi. Le déclassement, l'ingouvernabilité, le n'importe quoi, est-ce que c'est pas un tout petit peu ce à quoi on assiste actuellement, Jean-Philippe Duguin-Clément? On pourrait dire que c'est plus un diagnostic qu'un pronostic, effectivement. Mais Bernard Cazeneuve... Vous y croyez ou pas? Fait partie des noms qui circulent. C'est quelque chose qui, pour le président de la République, peut être intéressant, parce que c'est sortir un autre PS à la place du candidat PS proposé par le nouveau Front Populaire. Le problème du président, c'est quelle majorité? Quelle majorité pour gouverner dans une chambre qui n'a pas de majorité, qui est totalement ingouvernable? Mais déjà, la personnalité de Bernard Cazeneuve, est-ce qu'on y croit? Il y a beaucoup de personnalités qui peuvent se dégager, qui peuvent le permettre. On peut parler de Borloo, de Barnier, de Larcher, de Bertrand. Enfin, il y a toute une série. La question, c'est quelle personne est capable d'agglomérer une majorité autour de lui ou d'elle, c'est-à-dire de passer les 180 députés de la gauche, les 160 de la Macronie ou les 140 de l'extrême droite pour aller au-delà et essayer de tangenter les 289 sièges. Et le problème de Bernard Cazeneuve, c'est est-ce qu'il peut emmener avec lui ou pas tout ou partie des 60 députés PS. La question, c'est celle-là. Soit il est capable d'emmener avec lui tout ou partie du groupe PS. Est-ce que le PS est capable de sortir de sa logique de soumission à LFI, d'exister à nouveau par lui-même, de prendre le risque de redevenir un parti de gouvernement? Là où LFI n'aspire qu'à une chose, c'est être un parti de chaos, être un parti qui bloque les institutions, qui amène à un blocage complet du pays pour aller vers... on ne sait pas quoi. Et c'est ce que disait d'ailleurs, on en revient au coup de gueule d'Antoine tout à l'heure, c'est-à-dire mine de rien, Bernard Cazeneuve, quelqu'un qui est capable de détacher le PS de l'hégémonie culturelle de LFI. La réalité, c'est que la clé de voûte, c'est la proportionnelle. Parce que tant que on sera
que la gauche se trouvera prise dans le fait majoritaire, elle restera, je peux vous prendre le pari, que le Parti socialiste d'Olivier Faure restera soudé, quelles que soient les invectives, les noms d'oiseaux auront beau fuser comme ils ont fusé lors des européennes, ce Parti socialiste-là restera soudé avec la France insoumise dans la perspective d'une nouvelle dissolution dans un an. Soit qu'on et même des municipales dans un an également. Si jusqu'en 2026. Tant que les échéances électorales sont là. Évidemment. Alors j'ai un petit point de désaccord avec vous, Antoine, là-dessus. C'est que le président de la République est tout sauf un idiot. Et quel que soit le Premier ministre qu'il va nommer, évidemment, dans les principaux chantiers, il glissera la proportionnelle pour pouvoir faire en sorte que le PS ne soit plus LFI dépendant comme il l'est aujourd'hui sur notamment les législatives. Et donc, vous posiez la question, est-ce que Bernard Cazeneuve est l'homme idéal ? En tout cas, c'est le gendre idéal, ça c'est sûr. C'est presque. Mais peut-être trop idéal. C'est ce que je disais quand j'évoquais la personnalité. C'est-à-dire que quand on voit Bernard Cazeneuve, qui avait, il me semble, remporté le prix d'un des politiques les mieux habillés en concurrence sévère. Costume 3 pièces. Exactement, le chapeau, etc. Et même dans la voix, on se dit, bon, on est quand même dans un milieu de tempête. Alors oui, exactement. Est-ce que, parce que mine de rien, on en parlait tout à l'heure avec Lucie Casté, la personnalité d'un homme, ce qu'il dégage, ça compte. Donc est-ce que quelqu'un d'aussi calme, d'aussi monocorde, comme vous disiez, Erwan, pour diriger un pays dans un moment de tempête, est-ce que ça suffit? Mais là, c'est surtout, moi, je trouve, c'est le critère quasiment de l'âge qui est le plus prégnant dans le fameux EHPAD dont on parlait. Alors vraiment, je ne mettrai pas ces mots dans ma bouche, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le critère de l'âge compte. Bernard Cazeneuve, 61 ans. Michel Barnier, si je ne m'abuse, 73 ans, et c'est quasiment pareil. 61 ans, c'est pas un âge canonique non plus, reconnaissons-le. En revanche, ce n'est absolument pas un âge canonique. C'est senior dans le droit du travail, malheureusement. C'était le débat sur Sud Radio, je ne fais que le reprendre. Non, mais ce que vous dites est intéressant, Antoine. C'est des gens qui n'ont plus rien à perdre. Oui, la vérité, c'est ça. Et c'est des gens d'expérience. Un auditeur hier nous appelait justement en disant, mais en fait aujourd'hui avec la personnalité, ce qu'on veut, c'est des gens rassurants. Donc c'est ce que vous dites, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui est mine de rien âgé, qui est déjà passé par les affaires, qui connaît, on va dire, les rouages de la République et de l'Élysée. Le pays, le verbe qui devrait s'imposer, c'est réparer. Réparer sur le terrain des services publics pour éviter que nous ayons une carte électorale toujours plus fragmentée, balkanisée, élection après élection entre métropole et ruralité. Réparer parce qu'aujourd'hui l'école n'assure plus son rôle d'ascenseur social. On peut, voilà, comme ça décliner ce verbe, le conjuguer à tous les temps, parce que c'est ce dont a besoin le pays. Le portrait robot de celui ou celle qui arrivera à incarner ça à Matignon, bien difficile à trouver, et je pense que depuis le fort de Brégançon, ce doit être un véritable casse-tête pour Emmanuel Macron. Jean-Philippe Bouin, un véritable casse-tête. Moi je dirais que la question c'est rassembler et apaiser. On est dans un pays aujourd'hui qui n'a plus véritablement de pôle de stabilité. Enfin, il en reste deux institutionnellement, le président de la République et le Sénat, mais il n'y a plus de pôle de stabilité. On voit qu'on est dans une situation qui est totalement ingouvernable, où les extrêmes occupent le champ médiatique, et la question de l'éventuel Premier ministre, c'est pas une question marketing, c'est une question de capacité à faire. On parlait tout à l'heure de Jean Castex. Quand Jean Castex est sorti du chapeau, parce qu'à l'époque personne ne le connaissait, c'était quelqu'un qui était haut fonctionnaire, qui avait une capacité de travail, qui était élu local, donc qui connaissait quand même un petit peu les rouages de ce qu'est la France profonde. Et la question pour moi, c'est pas forcément une question d'avoir une tête de gondole, c'est pas la question d'un affichage politique, c'est la question d'avoir quelqu'un qui ait une capacité à faire, à rassembler, à amener des gens qui ne se parlent pas à l'Assemblée nationale, parce qu'on est dans une culture du fait majoritaire, au lieu d'être dans une culture de l'échange et du dialogue politique, à discuter, à travailler ensemble. Et nous, en tout cas, ce qu'on essaye de défendre avec Hervé Marseille au sein de l'UDI, c'est d'essayer de rassembler des gens qui n'arrivent pas à parler ensemble, de sortir du cadre des familles politiques, parce que sinon, on ne sortira pas de cette situation. On aura un pays qui n'aura pas de budget présenté le 1er octobre, qui n'aura pas de budget le 31 décembre, et ce sera catastrophique parce qu'on devra être réglé par la Cour des comptes en bloquant les investissements du pays. C'est pas possible. Et bien justement, on va rejoindre le standard, parce que même si on va dire que la personne ne fait pas tout, ça joue un peu. On rejoint Olivier qui est à Bordeaux. Bonjour Olivier. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous de nous écouter et d'avoir composé le 0826 300 300. Vous êtes de Bordeaux et vous nous dites, je ne suis pas du tout séduit par le profil de Bernard Cazeneuve, c'est ça? J'entendais vos collègues qui disaient réparer, rassembler. On répare pas la Macronie avec de la Macronie. C'est-à-dire que c'est quand même ces gens-là qui ont composé la Macronie. C'est le hollandisme. Cazeneuve, c'est exactement ce qu'on veut pas. Macron a perdu ses élections.
Moi, j'entendais Darmanin qui disait que le RN, même avec une majorité relative, je disais ça avant les législatives, hein, que même avant la raclée. Avant la raclée, que le RN, même avec une majorité relative, devrait gouverner. Ça marche pour le RN, ça marche pas pour le nouveau Front populaire. Monsieur Cazeneuve ne représente pas la gauche. Là, on est dans le centre droit, la Hollandie, etc. Donc à vous entendre, ce n'est pas le PS, ce n'est pas ce que veut le PS et ce n'est pas ce que veut le nouveau Front populaire. À vous entendre, j'imagine que vous penchez un peu à gauche. Olivier, pour vous, c'est le nouveau Front populaire, on va dire, qui a gagné les élections et donc il doit avoir une désignation à gauche. Et pour vous, Bernard Cazeneuve n'appartient plus à la gauche. Non, c'est la Hollandie, c'est le Front populaire. Je vous rappelle que Hollande n'a pas osé se représenter après son mandat. Hein. Oui, mais Hollande a été élu député du nouveau Front populaire. J'entendais vos invités sur la charge LFI, je trouve ça profondément irrespectueux par rapport aux gens qui votent quand même. Donc je crois que la LFI, elle a ramené une gauche de rupture dans laquelle le PS est venu se raccrocher, les Verts... La gauche de LFI et Jean-Luc Mélenchon a démontré son efficacité électorale, c'est 22%, c'est entre Olivier et Antoine. Avec un programme qui est devenu le socle du nouveau Front populaire. Donc je trouve qu'il y a une mauvaise foi quand même chez vos invités de ce point de vue-là, de parler d'extrême quand on parle d'LFI. Je rappelle que le Conseil d'État a bien précisé... Non, c'est la gauche radicale. Non, c'est la gauche. C'est la gauche. C'est après ça se discute. Après, non, bien sûr. Non, mais on est là pour échanger, Olivier. Mais on n'est pas obligé de répéter tout ce que dit le Conseil d'État. Écoutez, vous pouvez ne pas répéter ce que le Conseil d'État, mais bon, en attendant, nous, on peut dire aussi très facilement que le hollandisme, c'est du centre droit, c'est de la gauche. Bien sûr. C'est pour ça que les gens de gauche se sont retrouvés. Je suis pas sûr que le Conseil d'État aurait mis Hollande au centre droit. Mais vous, par exemple, qui vous auriez vu, par exemple, à la place de Premier ministre? Alors, franchement, vous, par exemple, une personnalité comme Lucie Cassé, ça vous choque pas? Ou au contraire, vous y êtes beaucoup plutôt... Il y a 2 minutes, j'entendais vos collègues qui disaient, en parlant de Jean Castex, de hauts fonctionnaires qui connaissaient les rouages. On est sur le même profil, sauf que c'est une femme. Donc après, à moins d'être un petit peu machiste, cette femme a priori beaucoup de qualités pour elle. Elle a travaillé sur l'évasion fiscale, elle a travaillé sur les services publics. C'est quand même aussi un sujet qui est très sensible en France aujourd'hui. Moi, avant de faire le procès de cette dame, peut-être qu'elle sera compétente une fois aux affaires, je ne sais pas, mais c'est quand même dommage de faire son procès avant. Et pourquoi elle ne serait pas compétente? Pourquoi il faudrait aller chercher... là, moi, je vais me faire un peu provocateur, mais un vieux qui rassure, d'ailleurs, il rassure pas Cazeneuve, mais pourquoi pas quelqu'un de plus jeune comme Casse-Tête? Pourquoi quand il s'agit de Macron et d'Attal, on est tout content d'avoir des petits jeunes à la tête de l'État, et quand il s'agit de mettre le nouveau Premier ministre, il faudrait quelqu'un de rassurant? C'est pas sérieux, à un moment donné. Oui, et pourquoi pas remplacer justement le côté rassurant par un vent de fraîcheur que pourrait incarner Lucie Casté. Mais depuis le début de la semaine, Olivier, si vous nous écoutez, vous voyez qu'on essaye d'aller chercher, on va dire, sur Sud Radio et grâce à vos appels, le Premier ministre idéal. Et on est... à 5 pattes. Oui, exactement. Mais on s'accorde sur un point en disant qu'aujourd'hui, on devrait surtout s'accorder sur des points de programme. 4 idées clés pour avancer dans les prochains mois très rapidement. Vous, à vous écouter avec votre sensibilité plutôt de gauche, quelles seraient les priorités pour vous, qui vous, on va dire, qui vous aideraient potentiellement à vous accorder très rapidement sur un Premier ministre? Hop là, 4 idées comme ça où vous dites, voilà, ça c'est un programme de gauche. Alors, le programme de gauche, il y a le SMIC, il y a l'abrogation de la retraite, il y a ce que demandent les Français, c'est une urgence en fait, c'est l'urgence du pouvoir d'achat. À un moment donné, vous savez, on peut enfumer un peu les Français avec les JO, nous on aime tous le sport, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même manger à la fin du mois. Et moi, entendre les bourgeois qui nous expliquent que la priorité c'est pas la fin du mois, j'ai un petit peu de mal. Donc le pouvoir d'achat, le blocage des prix, l'abrogation des retraites, il y a un certain nombre de mesures qui sont proposées par le Front populaire, qui sont plébiscitées par les Français et depuis longtemps. Donc après, soit on veut... Moi j'ai compris que M. Macron ne veut pas que le nouveau Front populaire détricote à un moment donné tout ce qu'il a mis en place, mais tout ce qu'il a mis en place, il l'a mis en place avec du 49.3 et il est en train de s'enfermer dans une espèce d'autoritarisme qui ne correspond pas à l'esprit de notre démocratie française. Et ça, c'est dommage parce que la France, c'est aussi à un moment donné la colère des Gilets jaunes et il n'est pas à l'abri, en s'enfermant dans cette espèce de déni sur le résultat des élections, il n'est pas à l'abri de générer un nouveau mouvement qui sera obligé
de regarder en face. Bon, on a bien vu on a une répression policière jamais vue dans notre pays depuis l'ère Macron. Oui. L'ère Macron, c'est quand même donc il faut incarner, c'est ce que vous dites, Olivier, une rupture avec tout ça. Merci d'avoir été sur Sud Radio et vous êtes la preuve que le Standard est ouvert à toutes, mais alors vraiment, je le dis, à toutes les opinions dès que vous avez moyen et dès que vous avez envie de nous rejoindre ici autour de la table des débats. Vous nous appelez au 0826 300 300. Les débats, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain à la même heure. Je remercie évidemment les débatteurs aujourd'hui qui nous ont accompagnés pendant 7h30 des grands débats de l'été sur Sud Radio. Antoine Overdorf, je rappelle qu'on peut vous lire dans l'Opinion, excellent journal, et vous suivez La Gauche. Erwan Barrio, écrivain et JDD. On vous retrouve donc dans ce journal hebdomadaire, et Jean-Philippe Duguin-Clément, habitué de l'antenne de Sud Radio, maire UDI. Merci d'avoir apporté vos opinions et vos analyses autour de la table. On se retrouve dans quelques instants avec le camarade Joseph Ruiz pour l'heure des JO dans tous leurs états. Merci, à tout de suite. Maxime.